Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. Comme d'habitude, grand bonjour à la régie, à Steph, évidemment au modérateur et à tous les métanautes pour une soirée spéciale santé avec le docteur Boukri. Bonsoir, Bonsoir. docteur, et bienvenue sur Meta.tv. Alors, un sujet qui va intéresser tout le monde parce qu'on a tous été... vous avez tous pris des médicaments, moi aussi. On va parler générique, on va parler santé aussi de façon générale. Alors, je précise pour les habitués de l'émission que ça s'arrêtera à 23h. En fait, la première partie se terminera à 23h, donc ça durera 2 heures plein sans pause. Donc, vous pouvez commencer à poser des questions et on triera au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous êtes docteur déjà, première chose, vous êtes médecin. Auteur de plusieurs ouvrages, donc moi j'ai choisi celui-là. Alors le titre est assez évocateur, c'est-à-dire les médicaments génériques, l'arnaque, parce qu'il y a une arnaque derrière. Alors le titre il interpelle parce que bon, les médicaments génériques, je suis comme tout le monde, je me souviens, il y avait des publicités à la télé pendant des années, on nous a bien éduqués, si j'ose dire, sur ces voilà, en nous disant il faut acheter ces médicaments. Et que c'était à peu près, on me dit, mais c'est les mêmes en moins cher. Donc pourquoi acheter l'original, puisque finalement on peut avoir le même pas cher. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que c'est plus compliqué que ça, finalement. Que ça, c'est la... Comme l'argument marketing. Voilà, absolument. Ouais. C'est un slogan. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, lorsque les pouvoirs publics ont décidé d'intensifier la consommation et l'utilisation des médicaments génériques, partant du même principe que c'est la même chose, mais 30 ou 40% moins cher, je m'étais dit, après tout, pourquoi pas, on peut essayer, si ça permet de sauver le système de santé et on soigne de la même façon, en tant que médecin, en tant que citoyen, j'y vais. Donc j'ai joué le jeu, j'avais pas d'a priori négatif et j'ai commencé à prescrire du générique. Et puis, je voyais des patients qui revenaient me voir en me disant « Mais docteur, vous m'avez donné un médicament, c'est le générique, moi je m'aperçois que c'est pas tout à fait la même chose. Je prenais un médicament contre les gastrites, et ben j'ai pris le générique, les douleurs de l'acidité sont revenues. Je prenais un truc pour dormir, je dormais très bien avec la molécule originale, je dors moins bien. » Bon, alors au début, moi je disais, mais monsieur, madame, c'est pas possible, c'est la même chose, c'est dans votre tête. Voilà. Bon. Donc j'essayais d'être. J'allais dans le sens du consensus de l'époque. Mais quand on voit 5, 10, 20, 30 patients qui nous disent à peu près la même chose, on finit par se poser des questions. On discute entre médecins, on se dit, mais non, tu as des soucis, toi, avec les génériques? Le type dit, oui, bah, moi, je remarque. Donc, ça commence à bouger. Et ben, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et je me suis documenté. Et je me suis documenté avec un collègue médecin qui est dans le Val d'Oise, qui s'appelle Julien Blin, qui partageait la même analyse que moi, qui est parti d'un constat. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un a priori négatif, et puis les remontées de patients nous ont fait changer d'opinion, et on s'est dit, bon, alors on a analysé les choses, et comme vous le disiez, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que dans les génériques, dans ce qu'on appelle les médicaments génériques, il y a au moins 3 catégories. Il y a 3 catégories, voilà. Ouais. Ça, il y a les autogénériques, c'est-à-dire c'est la même molécule, les mêmes excipients, fabriqués dans les mêmes usines par des filiales des sociétés mères. Bon, ça, c'est par exemple Sanofi qui est la société mère. Ils ont une filiale générique qui s'appelle Zentiva, mais ils fabriquent la même chose, 30 à 40% moins cher. Voilà. Bon, ça, c'est la même chose, on peut y aller. Bon. Puis vous avez des génériques, vous avez le même principe actif, mais pas les mêmes excipients. Bon, donc déjà, il y a une nuance. Et puis vous avez la 3e catégorie de génériques, où vous n'avez pas la même concentration de principe actif, et vous n'avez pas les mêmes excipients. Donc, quand vous prenez un générique, vous ne savez pas exactement ce que vous prenez.
C'est-à-dire que pour une même molécule, et je l'ai dit dans mon livre, je donne des exemples, pour une même molécule, vous pouvez avoir 15, 20, 30 génériques différents. Ça veut dire que concrètement, quand vous allez en pharmacie, vous dites, je vais vous donner un exemple, vous avez un mal à l'estomac, vous prenez la molécule originale, c'est Mopral. Et ben, le générique, c'est l'oméprazole. Et sur l'oméprazole, vous avez une vingtaine de marques différentes. Vous avez l'oméprazole de Teva, l'oméprazole de Mylan, vous avez l'oméprazole de Biogarant, vous avez l'oméprazole de plein de labos. Et quand on analyse, et je l'ai fait dans le livre, des fois vous avez des excipients qui sont différents. Donc des fois vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois. Des fois vous avez des concentrations, c'est-à-dire que l'oméprazole qui doit être dosé à 20 mg, vous avez qu'il est dosé à 18 mg. Et voilà, c'est un pourcentage, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, lorsque les pouvoirs publics, la sécurité sociale, elle vous dit les génériques, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil, c'est faux. C'est pour ça que j'ai dit c'est une arnaque, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est pas faux, voilà. Donc, et pour vous donner un exemple, moi je cite toujours cet exemple. 1 kg de plomb et 1 kg de plume, c'est la même chose sur le poids. Mais recevez 1 kg de plomb sur la tête et 1 kg de plume sur la tête, ça fait pas le même effet. Et bien c'est ça le médicament générique. Et donc le ressenti du malade, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte pour nous. Et on s'est bien rendu compte que c'était pas la même chose. Alors, les pouvoirs publics, ils ont fait du forcing, ils ont tout fait pour essayer que nous, les consommateurs, on prenne des génériques. Ils ont tout compliqué pour nous, parce qu'en fait, au début, c'était un peu proposition, d'ailleurs, ce qu'on comprend, mais maintenant, c'est plus tellement une proposition. Ah ben non, on vous impose. Vous prenez le générique. On vous impose, c'est-à-dire qu'on vous dit même, si vous voulez ne pas prendre le générique, il faut faire l'avance des frais. Il faut faire l'avance des frais. Hein. Bon, donc, et on a obligé les pharmaciens à substituer 80% de générique. Sinon, ils ont une taxe, ils ont une amende. Donc les pharmaciens, quand vous rentrez dans une pharmacie, ils vous disent non, moi je vais vous donner le générique, c'est la même chose. Alors, il faut que vous battiez avec votre pharmacien pour dire non, je ne veux pas le générique. Et nous, médecins, il faut qu'on écrive, quand on ne veut pas prescrire du générique, on met non substituable. Alors qu'autrefois on mettait NS. Ça suffisait. Non, ils ont compliqué les choses pour nous rendre encore la vie plus difficile. Donc, on met non substituable en toutes lettres sur chaque médicament et à gauche. Enfin, je veux dire, ça devait... C'est le monde de Kafka. Absolument. Absolument. C'est ubu, c'est ubuesque, c'est complètement... Mais tout ça, c'est fait pour compliquer la vie et rendre les choses plus compliquées. Et malgré ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que les gens résistent. Alors, surtout la population, parce que moi j'exerce dans un arrondissement, dans le 18e arrondissement, qui est un arrondissement populaire, où les gens ont peu de moyens. Vous avez des gens qui prennent des génériques, mais vous avez aussi des gens qui disent « Moi, je ne veux pas, et je préfère payer. » Vous voyez ce que je veux dire, ils ont peu de moyens, mais ils sont prêts. Ça prouve bien que les génériques, c'est pas pareil. Et je peux vous dire que quand on discute avec... certains professeurs de médecine, on discute avec même des gens qui travaillent dans des laboratoires, ils disent vous êtes courageux, vous avez dit des choses que nous on pense, mais nous politiquement on peut pas se permettre. C'est un peu risqué quand même, c'est vrai, de s'en prendre à ces laboratoires. Non, ils sont très puissants. Ils sont puissants, mais je veux dire, quand j'ai écrit ce livre, je dois dire que j'ai jamais eu de procès. Le syndicat des fabricants de génériques, ils m'ont menacé en me disant si vous continuez à sortir des contre-vérités, on va écrire au Conseil de l'ordre, etc. Ah oui, la menace du Conseil de l'ordre. La menace, menace, la sanction disciplinaire. Mais manque de chance pour eux, l'Académie de médecine, en février 2014, a sorti un rapport officiel, donc c'est fait quand même par des pontes,
des membres de l'Académie de médecine qui ont dit les génériques, c'est pas pareil. Les génériques, c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, qu'il y a des différences. Voilà. Donc ça les a mis un petit peu complètement. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une institution aussi sérieuse est désintéressée, parce qu'à l'Académie de médecine, ça c'était la première chose. Et puis deuxièmement, il y a eu un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires de sécurité sociale, de santé, qui dépend du ministère de la Santé. Ils ont écrit un rapport en disant que les médicaments génériques, pour plus de 80%, sont fabriqués dans des pays émergents, la Chine, l'Asie, le Pakistan, le Brésil, et que la fiabilité, elle n'est pas sûre. Et quand il y a eu des contrôles, eh bien souvent, il y a des médicaments qui sont fabriqués en Inde, dans des hangars. Oui, c'est ça qu'il m'expliquait, que c'est surréaliste d'ailleurs qu'on se dit, ça c'est terrible. Et voilà, et ça c'est même pas moi qui le dis, c'est l'IGAS, c'est le rapport. Et c'est un rapport officiel qui a été remis. Donc, tout ça pour dire que le médicament générique, c'est la promotion du médicament générique, c'est surtout une histoire d'économie. Voilà. On veut faire des économies, on veut réduire le déficit de la Sécu. On nous le vend comme ça. Le problème, c'est que quand on fait de la santé, quand on s'occupe des malades, même si on s'intéresse à la gestion, à l'économie, et ben là, c'est pas honnête. Alors voilà, moi c'est ce que je dis. Moi j'ai une politique très simple vis-à-vis des génériques. Vous avez 20-30 ans, vous êtes en bonne santé, vous avez une grippe, une petite maladie. Bon, je peux vous prescrire des génériques. Au bout du compte, quand vous allez vous prendre votre médicament pendant 5 jours ou 7 jours, que vous preniez le générique ou la molécule originale, au bout du compte, vous allez guérir parce que vous avez une maladie bénigne et que vous êtes, disons, d'une bonne constitution. Vous êtes jeune, vous avez des réserves. Mais quand vous avez 70 ans, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez de l'arthrose, vous avez des maladies qui sont chroniques et que vous allez prendre un médicament pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien ça, vous ne pouvez pas prendre des médicaments génériques parce que vous pouvez avoir des variations d'efficacité, des variations de tolérance. Et là, il faut plutôt donner des médicaments originaux. Et là, voilà ma position. Et d'ailleurs, ça rejoint les associations de patients. C'est-à-dire que les associations de patients, ils ont écrit au ministère, en particulier les patients qui faisaient de l'épilepsie, qui faisaient de l'hypothyroïdie, ils ont fait ressortir le fait que les patients qui prenaient à l'époque des médicaments génériques contre l'épilepsie avaient des crises d'épilepsie. Et donc, lorsqu'il y a eu plusieurs témoignages, les pouvoirs publics ont dit « Oh là là, c'est dangereux, parce que vous faites une crise d'épilepsie en traversant une rue, vous faites écraser par une voiture. » Eh bien, ils ont dit à ce moment-là, pour l'épilepsie, il ne faut pas donner de générique. Parce que la marge thérapeutique est étroite et que des petites variations, ça peut entraîner des choses. Voilà. Et on a étendu ça au problème de la thyroïde. Tous ceux qui ont des problèmes de thyroïde, hypo ou hyper, eh bien on dit aux gens, non, il ne faut pas prendre de générique. Voilà. Et je pense que si on fait une extension chez les hypertendus, chez les diabétiques, on verrait qu'il y aurait une marge thérapeutique étroite. Et ça, c'est grâce aux associations de patients qui, eux, sont les premières en première ligne et qui ont révélé. Sinon, les scientifiques, les professeurs, tout le monde allait dans le sens du générique. Oui, c'est poussé par tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a eu un grand mouvement à l'arrivée des génériques. On a vu on va dire des personnalités politiques qui étaient très affiliées à ce milieu quand même de la santé et qu'on poussé, on a vu le Kouchner, Gustave Blasi. C'est ça, voilà, ils ont ouvert les portes complètes du générique, quoi. Ils ont fait Mais je pense que les génériques, c'est avant tout une question d'argent. Voilà. C'est une question économique, d'argent, parce que tout ce qui est le médicament générique, c'est un médicament qui tombe dans le domaine public. Voilà, pour expliquer, donc c'est un brevet, c'est ça ? Voilà, c'est un médicament. Quand vous avez une molécule originale, pendant 15 ans, le laboratoire qui a créé cette molécule
elle en a la propriété et elle a des droits sur cette molécule. Mais au bout de 15 ans, la molécule tombe dans le domaine public et du coup, tout le monde peut en fabriquer. Et vous, demain, vous pouvez très bien dire, je crée une boîte de générique. Puisque la molécule est tombée dans le domaine public, je peux l'acheter, je la fabrique en Inde, je la compose dans différents pays, puis je la vends dans des pharmacies. Vous ne faites que du commerce, vous ne faites pas de recherche et développement, donc vous n'investissez pas. Et il y a un laboratoire israélien qui s'appelle Teva, qui a fait fortune, qui était un petit laboratoire, petite coopérative de pharmaciens qui ont vu que le créneau, créneau et en disant que c'est l'avenir, c'est pour faire des économies, c'est pour que les gens puissent avoir accès aux médicaments pas chers dans les pays émergents. Et ben ils se sont mis là-dedans et ils sont arrivés leader mondial du médicament générique par des méthodes commerciales assez agressives, par des méthodes où on a des activités commerciales auprès des pharmaciens, on essaie de jouer le monopole, bref. Ils attendent par exemple que le brevet, le jour où il est dans le domaine public, le générique est prêt le lendemain. Même avant, quand ils voient que 6 mois avant il va tomber dans le domaine public, ils se mettent à le commercialiser. Le temps que le laboratoire porte plainte, engage des procédures, il va tomber dans le domaine public. Eux, entre-temps, ils ont occupé le terrain. Ils arrivent avant tout le monde. Et puis, quand le concurrent arrive, eh ben, la place est prise. La place est prise. Et c'est très, très fort. Et ils sont arrivés leader mondial du générique. Et ils sont arrivés en quelques décennies à être 4e laboratoire mondial. Voilà. Et maintenant, le paradoxe, c'est que le laboratoire Teva, qui faisait que des génériques, fait maintenant des molécules originales et protège bien ses brevets. Protège ses brevets et il ne veut surtout pas qu'il y ait des génériques. Donc voilà. Donc les génériques, c'est à mon avis qu'une histoire de gros sous, une histoire économique. C'était une volonté, je pense, des pouvoirs publics et des pays et la Commission européenne pour favoriser l'emploi dans les pays émergents. Voilà. Mais la préoccupation sanitaire, elle passait en second plan. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de... Justement, voilà. Alors on a parlé de cette fabrication qui est faite dans des pays... On ne sait pas vraiment, il n'y a pas de suivi, quoi. C'est pas... bien sûr. Et il y a eu des mesures, quand on s'est rendu compte que certains médicaments génériques étaient fabriqués dans des pays où la qualité n'était pas assurée, la fiabilité, la traçabilité, on les a supprimés. Ça prouve bien que c'est pas pareil. Voilà. Et donc, le consommateur, le patient qui prend un générique, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de ce qu'il prend. Et le médecin qui prescrit un générique, il ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a il ne sait pas quelle marque de générique va délivrer le pharmacien. Le pharmacien, voilà. On a brouillé les pistes de absolument, partout. Absolument. Et ça, c'est-à-dire... Et on a des patients, je vous répète, que tout est parti, moi, des patients qui me disaient, mais docteur, moi je ne comprends pas, j'allais bien, depuis qu'on m'a donné le générique, et vous avez des gens qui change de pharmacie, et donc le pharmacien lui délivre une autre marque de générique, et il était bien avec ce générique, il ne devient pas bien avec un générique. Un autre générique. Voilà. Et tout ça dans le livre, c'est expliqué, où vous avez dans les excipients, c'est-à-dire que dans une molécule, vous avez le principe actif, celui qui agit, qui permet de guérir, et puis vous avez les excipients, c'est-à-dire ce qui donne la couleur au médicament, la forme, le goût, etc. C'est tout ce qui entoure le générique, la molécule, je veux dire. Eh bien, vous avez des excipients qui sont... Certains, ils sont allergisants. Le rouge cochonnier, qui donne des éruptions, d'autres qui donnent des boutons, et d'autres qui donnent des troubles digestifs. Voilà. Eh bien, certains génériques n'ont pas ces excipients-là, ils n'entraînent pas ces effets secondaires. Donc, quand on nous dit c'est pareil, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ça, personne ne peut le nier. D'ailleurs,
quand on écoute, on voit les pubs qui sont faites, aussi bien par Biogarant, Mylan, etc. Ils disent, nous avons choisi les excipients qui entraînent le moins d'effets secondaires. Ça prouve bien qu'il y en a. Voilà. Quand ils vous disent que la majorité de nos médicaments sont fabriqués en Europe, ça veut dire que tout le monde n'est pas fabriqué en Europe. Donc vous voyez, tout ça, c'est... Et alors, vous avez, par exemple, Teva, ils avaient une politique du médicament qui est très, très bien organisée. Parce que ils prennent la molécule originale qu'ils achètent en Inde, ils la conditionnent pour la mettre en gélule au Pakistan, puis après ils la transportent en Hongrie pour la mettre en blister sur l'emballage, puis après ça arrive à Amsterdam en paquet, voilà. Et tout ça, c'est pour réduire les coûts de fabrication, parce que pour arriver à un médicament qui coûte 40-50% moins cher, il faut bien réduire le coût de la matière première, il faut bien réduire le coût de fabrication. Voilà. Donc Et le premier PDG du laboratoire Teva, c'était un général de l'armée israélienne à la retraite, qui savait très bien comment diriger son armée, et il avait une logistique un peu militaire, en se disant, le médicament, il va partir de l'Inde, il va arriver au Pakistan, ensuite il va aller en Hongrie, puis il va aller à Amsterdam, puis il va arriver à Paris. Voilà. Il avait une organisation logistique qui était parfaite pour gagner du temps, faire des économies. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très très bien fait, mais malheureusement, je pense que c'est les malades qui trinquent. C'est les malades qui trinquent, parce que voilà, tout l'impératif commercial, donc voilà, qui a été Ah ramené. non, c'est qu'une histoire d'argent. Ouais, et j'ai été un des premiers à dire que les pharmaciens, ils ont une prime de 3 000 € par an qui est délivrée par la sécurité sociale s'ils arrivent à atteindre l'objectif de substituer 80% des médicaments originaux. Bon, ça c'était caché. Moi je l'ai dit, personne n'a démenti. Et ça a été levé de bouclier en disant, oui, vous nous prenez pour des commerçants. Je dis, voilà, la Sécu vous incite à donner des génériques. Le fabricant de génériques, bien souvent, il a un contrat d'exclusivité avec le pharmacien. C'est-à-dire que le Teva ou Biogarant ou Mylan, etc., dit au pharmacien, moi, si vous me prenez que chez moi, si vous faites livrer que chez moi, moi je vais vous accorder des remises supplémentaires que ce qu'on vous donne pour que vous ayez l'exclusivité. Et c'est comme ça que vous avez il y a des pharmaciens qui travaillent avec un seul fabricant de générique et on vous délivre ça. Mais le patient, lui, s'il change de pharmacie, il n'a pas forcément le même générique. C'est pas forcément le générique. C'est pour ça que des fois, on arrive à son pharmacien et puis il vous dit que j'ai que ça, je fais ça. Puis on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. On est un peu quand même à la merci aussi des pharmaciens. Un peu, quand même. Alors il y a des patients qui commencent à se révolter, et les médecins aussi. Les médecins aussi qui disent, nous on défend la santé de nos patients. On n'a pas d'intérêt économique, on n'a pas de prime, on ne va pas servir l'industrie pharmaceutique. On est là au service de nos patients, donc on veut qu'ils prennent telle molécule. Mais ça les dérange en plus quand même, tous ces groupes de lobby pharmaceutiques, les médecins qui se révoltent un peu, ils n'aiment pas... non, ils aiment bien que tout le monde baisse la tête, qu'ils soient dociles. Mais je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'un patient qui faisait des crises d'épilepsie. Voilà. Et donc, il avait comme traitement la dépakine Chrono 500. Et puis, il va à la pharmacie et on lui donne le générique, l'acide valproïque. Bon, quand il revient, il me dit, voilà ce que je dis, non, monsieur, ne prenez pas ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, en dehors de l'efficacité, en dehors de la tolérance, je dis, écoutez, si demain vous avez une crise d'épilepsie à Perpignan, à Bordeaux, et que vous arrivez aux urgences, vous ne saurez même pas comment dire le nom du médicament que vous prenez.
Parce que quand vous avez une molécule originale, vous avez un nom commercial qui est plus facile à retenir que ce qu'on appelle la dénomination commune internationale. Vous voyez ? Bon, l'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. Le Dépakine, qui est un nom commercial, ça s'appelle l'acide valproïque. Allez savoir, quand vous n'êtes pas médecin, quand vous n'êtes pas professionnel, de vous souvenir du nom de la molécule. Et donc, rien que pour ça, vous devez dire, non, moi, voilà, je sais ce que je prends. Et le médecin, lui, il sait faire le raisonnement. Mais si vous ne savez pas dire la molécule que vous prenez, eh ben, vous arrivez aux urgences, ben, vous êtes perdu. C'est-à-dire que le médecin ne sait pas que ce que vous prenez. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en matière de santé, on a affaire à des malades, on a affaire à des gens qui souffrent, et puis on n'a pas à avoir comme préoccupation l'économie, comment réduire le déficit, etc. Parce que ça, c'est la tendance d'aujourd'hui. La loi, toutes les lois depuis, on va dire, depuis Juppé, on pourrait remonter, depuis le fameux plan 95. Ouais. Mais dans la santé, on sent que c'est regroupement, économie, les hôpitaux doivent être rentables. C'est un peu oxymoré quand même, enfin, quand on dit pas, les hôpitaux rentables, comment... Ouais, absolument. C'est un pari fou, comment on fait pour rendre un hôpital rentable? Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent gérer un hôpital comme une entreprise. Il faut que ça dégage des bénéfices. Bon, voilà. Alors, et ça veut dire concrètement, eh ben, on réduit le nombre de lits. Comme une entreprise, on fait des coupes. Voilà, on fait des coupes, on réduit les services, tout ça pour faire des économies. Ça veut dire aussi qu'on considère de façon théorique et de façon purement technocratique qu'une appendicite, eh ben, c'est 5 jours d'hôpital et que au 5e jour, ben, vous devez partir. Une grossesse, après un accouchement, c'est 2 jours. Bon, si vous avez des douleurs, si vous avez de la fièvre, eh ben vous rentrez chez vous, c'est votre médecin qui va s'en occuper. Mais vous ne pouvez pas rester à l'hôpital, parce qu'une journée d'hôpital, ça coûte 600, 700 euros par jour, et que vous dépassez l'enveloppe budgétaire qui était programmée. Et ben tout ça, ça a été des décisions tirées à partir de normes, à partir de statistiques, tout ça pour faire des systèmes... pour faire des économies. Et on voit bien que ce système, eh ben, il est en train de... moi, je dis toujours, la sécurité sociale, c'est un chef-d'œuvre en péril. C'était une très bonne idée. On avait un système de santé qui était après-guerre, qui était basé sur un super principe, égalitaire, basé sur la solidarité. Eh bien, on est en train de le morceler, on est en train de le détruire, parce qu'on veut faire les économies, on veut, je pense que mesure après mesure, on est en train de privatiser la sécurité sociale. La part des mutuelles qui a beaucoup augmenté. Les mutuelles qui augmentent, par le forfait hospitalier, et de gauche comme de droite. C'est-à-dire que c'est un mouvement continu. Depuis 25 ou 30 ans, la gauche comme la droite, on a eu le plan Juppé, on a eu Bérégovoy qui était ministre sous Mitterrand, était ministre des Affaires sociales, puis après il était ministre de la Premier ministre. Il a créé le forfait hospitalier. Le forfait hospitalier, il était avant de 20 francs, il est maintenant à 18 euros. C'est-à-dire que chaque journée d'hôpital coûte 18 euros par jour. Donc imaginez, vous restez 30 jours à l'hôpital, ben vous avez près de 600 euros que vous devez sortir, en plus de votre loyer, etc. Il a créé la franchise médicale. C'était 1 euro par feuille de soins, 50 centimes par boîte de médicaments. Bon, voilà, tout ça, ce sont des frais en plus. Avec Roselyne Bachelot aussi. Voilà, Roselyne Bachelot, Douste Blazy, voilà. Et on dérembourse beaucoup de médicaments. Donc, et ça, c'est prouvé que le restant à charge, c'est-à-dire que ce qui vous reste, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il augmente d'année en année. Ça veut dire que la sécurité sociale n'est plus du tout solidaire et on avait un très bon système de santé qui est maintenant très moyen et qui régresse. Et ça se manifeste par
des prises de rendez-vous qui sont de plus en plus espacées. Espacées, parce que pour obtenir certaines spécialités, c'est à la croix à la bannière. Voilà. On n'est pas dans Donc, le milieu. Donc la sécurité sociale qui était basée sur un principe qui était extraordinaire, le principe de la sécurité sociale, c'était que chacun cotise selon ses moyens et se soigne selon ses besoins. Vous voyez, c'était ça. C'était ça le principe. Et donc c'était fantastique, c'est que tout le monde pouvait avoir accès. Et puis après, aujourd'hui, et puis c'est plus du tout la même chose, puisqu'on vous calcule des franchises, puisqu'on vous dit on vous dérembourse tel médicament, voilà. Donc vous devez vous dire il faut que je sorte de ma poche. En plus, d'un point de vue de politique de santé publique, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être malades et qui vont pas se soigner, qui vont bien sûr. En fait, quand ils vont se soigner, in fine, ça va coûter plus cher parce que ça va être plus grave à les guérir peut-être aussi. Enfin, c'est. Mais on est dans un système qui est complètement pervers. Alors, je dis pas que la sécurité sociale elle est parfaite. Il y a eu des abus. Je pense qu'il faut lutter contre les abus. Il faut lutter contre. Il faut peut-être éduquer les gens en leur disant. Vous avez un bien précieux devant vous, sauvez-le. C'est un peu. Moi, je donne l'exemple. Vous avez une assurance contre l'incendie dans votre appartement. Vous mettez pas le feu à l'appartement. Vous vous dites pas, j'ai une assurance, je vais mettre le feu chez moi. Bon, là, c'est pas la même chose. Vous avez une assurance maladie, donc vous n'allez pas surconsommer en disant, puisque c'est gratuit, j'y vais, etc. Bon, voilà. Il faut quand même que les gens prennent conscience de ça. Il faut aussi que les gens se considèrent qu'un jour ou l'autre, ils seront malades et ils seront bien contents de pouvoir être soignés dans de bonnes conditions et gratuitement. Ce qui pouvait se faire il y a 50 ans ne peut plus aujourd'hui. Donc, Aubry, par exemple, Martine Aubry, quand elle était ministre, elle a créé la CMU. La CMU, couverture médicale universelle. Là encore, ça part d'un bon principe. La philosophie est bonne en disant il ne faut pas que les gens qui n'ont pas les moyens financiers ne peuvent pas se soigner. Donc ça part d'un bon état d'esprit. Mais la CMU, elle a été donnée de plus en plus à des gens. On ne sait pas comment, sur quels critères financiers. C'était flou. Et du coup, vous avez maintenant des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont la CMU, qui abusent, qui viennent 3 fois par mois chez le médecin, qui surconsomment du médicament, qui font du gaspillage et du gâchis. Et donc, la CMU qui représentait 10% de nos consultations peuvent représenter aujourd'hui 30 ou 40%. Voilà, donc c'est la dérive qu'il faut contrôler. C'est un peu comme, il faut mettre des protections, des digues pour empêcher l'hémorragie, mais il faut absolument sauver la sécurité sociale. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois, on sent bien que au niveau des médecins, des personnels qui essayent de conserver, on va dire, un système qui soit non capitaliste, entre guillemets. Oui. Et de l'autre côté, on voit quand même des politiques avec évidemment des industriels, des financiers, puisqu'on a tendance en plus, de plus en plus, je trouve, à enlever la partie médecin, puisque maintenant pour un laboratoire, il n'y a plus besoin d'être laborator, c'est des privés, bien sûr, voilà, bien sûr. On a tendance à dégager les médecins, faites de la médecine. Le pouvoir, par exemple dans les hôpitaux, c'est un administratif qui dirige l'hôpital, et le médecin n'a même plus pratiquement son mot à dire. C'est-à-dire qu'on construit des services sans tenir compte de l'avis des professionnels de santé qui vont travailler dans le service. Bon, demain, je crois que malheureusement avec la libéralisation, avec les lois Macron, etc., demain, on peut avoir des capitalistes, des industriels qui disent on va ouvrir un laboratoire d'analyse, on va ouvrir des cliniques, et puis on va dire aux médecins, allez-y, faut travailler, c'est déjà le cas, il faut faire 10 appendicites par jour pour rentabiliser la clinique, il faut que le bloc opératoire tourne 24 heures sur 24, donc à vous de créer des malades, voilà, à créer des pathologies pour faire tourner la boutique. Donc ça veut dire que c'est vraiment pervers, ça veut dire que le médecin en plus il va donc prescrire des actes, des trucs pour aussi gonfler les stats, quoi. Ça coûte pas grand chose, allez, je lui fais 3 prélèvements, de toute façon c'est compté dedans. Voilà, et donc on est dans un système qui est complètement devenu fou, et c'est très dommage parce que
je vous dis, quand on est malade, et on peut tous l'être un jour, on l'a été, on l'est, ou on sera un jour malade, il faut pas que l'argent, ça soit un obstacle à se soigner, quoi. Si vous n'avez pas d'argent, que vous ne pouvez pas vous soigner, c'est une régression. Donc là, actuellement, moi je pense franchement que le système de santé, il est en train de régresser et on est en train d'être dans un système qui est moins égalitaire qu'avant. Mais comment ça se fait, cette pénurie de médecins? C'est quoi? On a dit, on n'a pas prévu qu'il y aurait... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est arrivé à cette situation-là, quoi? La pénurie de médecins, ça aussi, c'est parti d'un raisonnement dans les années 75. Voilà. On s'est dit, voilà, les économistes de la santé, ceux qui nous gouvernent, ceux qui réfléchissent à l'économie de la santé, ils ont eu un raisonnement qui était, à mon avis, simpliste, mais c'est absurde et simpliste. Vous êtes un énarque, ça. Ça peut être ça. Alors, ils ont dit, il y a un déficit de la Sécu, c'est parce qu'il y a trop de consommation. Et il y a trop de consommation parce qu'il y a trop de médecins. Alors, on va réduire le nombre de médecins. En réduisant le nombre de médecins, on va réduire le nombre de consommation. Et donc, on va réduire le déficit. Voilà le raisonnement. Et donc, ils ont créé le numerus clausus. On a dit, voilà, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5000 médecins par an. Voilà. Et bien, jusqu'au jour où c'était la canicule, je crois que c'était en 2003, on s'est rendu compte qu'il manquait des médecins en France. Et le phénomène, il s'aggrave. Aujourd'hui, on a des régions entières où il y a un désert médical. Il n'y a pas de médecins. Voilà. Donc, il n'y a pas de médecins. Et c'est parti du raisonnement que pour faire les économies, il faut casser la source. Et la source, c'était le médecin qui prescrit. Donc, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Et on fait comme ça. Et c'est comme ça que, par exemple, les énarques, ils disent que, par exemple, dans un village, la clinique ne fait pas assez d'accouchements, alors on va fermer la clinique, et du coup, comme il n'y a plus de clinique, il n'y a plus de médecins, et on crée nous-mêmes la crise. Vous comprenez? On crée nous-mêmes le désert médical. Et donc, depuis 35 ans, 40 ans, moi j'ai été quelqu'un qui a connu le numerus clausus. Quand j'étais étudiant en médecine, j'ai connu le numerus clausus. On nous limitait. Voilà. Et d'année en année, on a réduit le nombre. Le nombre en plus. Alors, voilà. Et maintenant, on commence à le sortir. Mais il faut 10 ans pour former un médecin. Donc, même si on libère aujourd'hui un petit peu, on n'aura les résultats que dans 10 ans ou 20 ans. Et alors, il y a cet argument économique. Il y a eu aussi le corporatisme des syndicats des médecins qui ont dit plus il y aura des médecins, moins on gagnera des sous. Donc ils ont dit on préfère limiter. Pour nous, quoi, comme ça je gagne plus. Voilà, je gagne plus. Voilà. Donc les syndicats, ils étaient pour le numerus clausus. D'accord. Ouais. Donc voilà, et donc tout le monde s'y retrouvait. Les politiques, ils se disaient nous on va faire les économies, on plaît aux syndicats, donc c'est bien, ils n'auront pas de grève, on fera. Et tout le monde est content. Mais le problème, c'est que c'est le malade qui trinque. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vous avez des régions où il n'y a pas de médecins, vous avez des listes d'attente pour vous faire opérer, vous demandez un rendez-vous à des spécialistes. Voilà. Donc voilà, cette pénurie de médecins, c'est un vrai problème et il était réel depuis 15 ans, 20 ans. Tout le monde savait qu'il va y avoir une pénurie de médecins. On sait aujourd'hui qu'il faudra attendre 2025 pour qu'on retrouve les chiffres de 80. C'est-à-dire que c'est écrit, il y a des rapports, etc. Rien n'est fait. Et cette situation va s'aggraver parce qu'on a Marisol Touraine, ministre de la Santé actuelle, qui a libéralisé le tiers payant, qui a fait qu'aujourd'hui, on peut se soigner, je dirais, gratuitement. Et alors, vous avez une surconsommation médicale avec une pénurie de médecins. Vous comprenez le phénomène où ça va être une surcharge de travail pour des médecins. Vous allez avoir des délais d'attente qui sont trop longs.
Vous allez avoir des consultations qui vont être de plus en plus courtes et bâclées d'une certaine façon, parce que le médecin, il va avoir une salle d'attente. On va faire comme les Anglais, minuter sur bien la sûr, consultation. bien sûr. Parce qu'en Angleterre, ils sont... Bien sûr. Et en Allemagne, c'est pareil. Vous n'avez pas plus de 5 minutes. Hein, et tout ça, ça va poser des problèmes. Et je pense que Marisol Touraine a tort quand elle dit que c'est un système égalitaire. Non. Moi, je pense qu'à moyen terme, ça va être un système qui va engendrer des inégalités. Parce que le patient qui dit « Moi, j'en ai marre d'attendre 2 heures dans la salle d'attente ou 3 heures pour être vu 5 minutes. Le médecin ne s'occupe pas de moi. D'accord, je ne paye pas. Eh ben, j'irai payer un médecin dans des beaux quartiers 50, 60 € la consultation, mais il me prendra une demi-heure, il m'écoutera et je sortirai là confiante. » Donc, le système, là encore, qui part d'une bonne intention, va dériver et va être pervers et c'est encore le malade pauvre qui va trinquer, parce que je sais aussi, justement, dans ces fameux déserts médicaux, puisqu'on a eu cette tendance à tout regrouper, dans les petites villes, la petite maternité, on la saute, le laboratoire là-bas, il sert à rien. Et apparemment, il y a des endroits maintenant où ça devient... c'est des situations incroyables. C'est quelqu'un, par exemple, une simple prise de sang, un simple prélèvement, il est obligé de faire 50 km. Oui. Mais en fait, ça coûte encore plus cher. Ça coûte encore plus cher parce que quelquefois, il doit prendre une ambulance qui est remboursée par la sécurité. C'est ça, il doit prendre une ambulance. Ben oui. Donc ça lui coûte... Il n'y a pas du tout d'économie. Mais non. D'ailleurs, c'est simple. La sécurité sociale, elle est depuis plus de 40 ans déficitaire. Il faut, Alors, c'est pour ça que je dis que s'ils veulent la gérer comme une entreprise, mais est-ce que vous connaissez une entreprise qui pendant 40 ans d'affilée est déficitaire? Il y aura un moment, elle est en faillite. Alors, quoi. Donc voilà. Et donc, il y a une mauvaise prise de conscience du... Voilà, il y a des systèmes qui peuvent pas être en équilibre. La santé, ça peut pas être géré comme une entreprise, ça peut pas être en équilibre. On peut pas demander à ce que ça soit rentable. C'est un peu comme si vous me dites l'école, il faut qu'elle soit rentable. Voilà, il faut que l'administration soit rentable. On peut pas, c'est un service public, donc il y a des secteurs rentables qui permettent de compenser, et je dirais, le déficit d'un système qui n'a pas capable comme finalité à être rentable. Parce que si on part du présupposé justement que ces gens-là, ils veulent complètement privatiser en fait toute la santé et finalement en faire quelque chose de rentable, mais qui va devenir plus inégalitaire. Complètement inégalitaire par définition. Dans un de mes précédents livres qui s'appelle Santé, la démolition programmée, je dis, voilà ce qui va se passer si la sécurité sociale, elle est privatisée. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous allez avoir des cotisations qui vont augmenter, alors qu'aujourd'hui, notre système de santé, il est basé, on vous prend un pourcentage sur votre salaire. Aujourd'hui, si la sécurité sociale, si la médecine et la santé est privatisée, si l'assurance maladie, elle passe dans les compagnies d'assurance, on va vous donner une prime, enfin on va vous faire payer l'assurance maladie en fonction de votre âge, en fonction de votre pathologie, en fonction de savoir si vous fumez ou vous buvez, etc., de vos comportements. Et on va vous dire, vous êtes un sujet à risque, c'est pas 200 € par an que vous allez payer, c'est 2000 €. Bon. Et pire encore, on va sélectionner les malades. On va dire, celui-là, on ne le prend pas. Il va nous coûter très cher. Il a une grave maladie, on va pas l'assurer. Donc on va sélectionner les malades. Vous vous rendez compte? Vous êtes malade, et en plus on vous dit non, on peut pas vous protéger, vous nous coûtez trop cher. Débrouillez-vous avec une autre compagnie. Voilà. Donc c'est un système qui va être plus inégalitaire, qui va coûter plus cher, alors qui va être rentable pour les compagnies d'assurance, mais le malade, il devra discuter à chaque fois. Voilà. Ça c'est pour le malade. Et pour les médecins, ça va être une catastrophe parce que on va arriver à des scénarios où vous allez avoir un médecin inspecteur de la compagnie d'assurance qui va dire au médecin, écoutez, vous avez donné 5 médicaments, nous on considère qu'avec 3 médicaments, vous auriez pu le guérir, on vous rembourse
que de votre ordonnance 40 €. Et le malade, il prend. Alors, débrouillez-vous. Voilà. Après, c'est à vous de demander la différence au malade. Non, mais voilà. C'est un peu comme quand vous avez un accident de voiture, vous avez un dégât dans votre voiture, vous avez l'inspecteur de la compagnie d'assurance qui lui dit non, moi je prends en charge que ça. Les roues, il faut aller demander à l'autre mec. Ah ouais, du coup, je peux. Voilà. Et ben voilà. Donc c'est un système, il faut faire attention parce que on est en train de bourrer le crâne des gens, on est en train de les conditionner en leur disant c'est mieux, vous serez mieux remboursé. C'est pas vrai. Parce que les compagnies d'assurance, ce sont des sociétés qui cherchent des profits, donc ils vont augmenter les primes tous les ans, qui vont peut-être se dire, bah, nous, on vous rembourse pas tel soin, c'est de votre poche, ou vous avez trop dépensé, et pourquoi vous allez voir tel médecin. Nous, on a des listes de médecins que vous allez voir. C'est ça, qui vont être agréés par la compagnie d'assurance. Et du coup, nous, on sait qu'est-ce qu'ils sont ces médecins. Voilà, donc le système, il va être pire, à mon avis, que le système actuel. Donc c'est pour ça que je dis, la sécurité sociale, elle est malade, mais il faut la sauver. Il y a des dérives, il y a des choses à corriger, mais il ne faut surtout pas l'abandonner et aller au privé. Je pense que ça serait catastrophique, c'est ce que je vous dis. On sera encore plus pauvre, plus mal soigné et plus inégalitaire. Et sur parce qu'il y a une tendance générale, donc on voit aussi dans l'économie, on voit une espèce de libéralisation qu'on nous présente comme ça, mais en même temps sur des professions libérales comme la vôtre, et qu'on a vu sur la loi Macron, justement aussi la loi Touraine, on sent que vous êtes attaqué dans cette libéralité. De plus en plus, on a l'impression qu'on va imposer aux médecins, alors peut-être pas de devenir clairement des salariés fonctionnaires, mais on y vient, voilà, on y vient. J'ai l'impression qu'on essaye d'enlever de plus en plus toute votre marge d'action qui fait le libéral de votre métier pour justement vous cadenasser dans des procédures, des protocoles. Alors moi je pense que les médecins de ma génération tiennent beaucoup au côté libéral, au côté indépendant de la médecine, parce que je pense qu'on fait un métier au service du malade et on ne veut pas qu'on nous donne des leçons, on ne veut pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Malheureusement, je pense que la nouvelle génération de médecins, ils n'ont pas été formatés comme nous, quoi. Et aujourd'hui, les jeunes médecins, ils se disent nous, c'est bien si on a un salaire fixe, on va faire nos 35 heures, voilà. Et donc, ils ont une mentalité qui a changé et qui sont prêts, et d'ailleurs, ça marche bien, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à ce qu'ils soient fonctionnalisés, voilà. Et ils se disent, on préfère perdre notre liberté, mais avoir la sécurité. Alors que nous, quand on s'est installé, on préférait la liberté à la sécurité. Donc les mentalités changent. Je ne suis pas sûr que ça soit bien. Parce que même dans l'approche même, au cœur par exemple de votre métier, bon, j'avais reçu ici le professeur Delpine et on avait parlé que c'est très important que vous, par exemple, quand vous prescrivez, vous pouvez personnaliser, vous connaissez, et que pas qu'on vous dise, ah bah non, pour ce cas-là, c'est 3 trucs, alors que vous voyez bien que non, là, pour bien ça, sûr. Voilà. Non, mais ça, la médecine est devenue de plus en plus une science normative, avec des normes, des recommandations, des statistiques, des données, voilà. Or, moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que chaque malade est différent. Chaque malade est une personne, elle est unique. Et ce que je fais à Monsieur X, je ne le fais pas à Monsieur Y. Bon, la médecine, elle est forcément personnalisée. Mais là encore, les pouvoirs publics, les économistes, les technocrates, ils veulent nous canaliser, ils veulent nous empêcher d'être libres, en fin de compte, et de faire une médecine adaptée à chaque personne. Voilà. Et du coup, elle devient de plus en plus normative et aseptisée. Et on vous dit, mais pourquoi vous avez donné 5 médicaments et on aurait pu la soigner en 3 ? Et pourquoi vous avez fait tel examen ? Voilà. Tout le côté subjectif de la personne, parce que vous êtes après tout un sujet,
hein, et non pas un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un sujet avec votre psychologie, votre vécu, votre histoire, votre façon d'appréhender la maladie. Et ça, un médecin, il n'y a que le contact humain qui peut vous permettre de voilà. Et moi, je traiterai pas la cadrette de 35 ans célibataire qui fait du jogging 2 fois par semaine avec la mère de famille qui a 4 gosses et qui gagne 1 300 €. On peut pas donner les mêmes conseils, on peut pas lui dire aller à la piscine 2 fois par semaine. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça, c'est cette réalité-là que seul un médecin de terrain peut faire. Bon, on traite pas un Africain comme un Européen parce que la culture par rapport à la maladie, la mort, la souffrance, elle est pas pareille. Donc, chaque patient, il a son histoire, il a son vécu, il a sa façon d'appréhender la maladie et tout ça, ça se respecte. Et il y a des malades qui disent, moi, docteur, je veux pas être soigné. Ou j'accepte, je suis fataliste, j'accepte la fatalité, j'ai des croyances, si Dieu veut me prendre, il me prend. Ben, tout ça, ça ne peut pas se mettre sur un ordinateur, quoi. Ça ne peut pas être des données qu'on met dans une machine et que ça vous sort une ordonnance. Un petit protocole, voilà. Déjà prêt. Voilà. Donc tout ça, c'est une mouvance que moi, je dis attention, il y a une dérive qui fait que aujourd'hui, les diagnostics se font avec 2 critères majeurs, un critère mineur. On vous dit, voici les normes, voici les recommandations. Attention, vous avez 2,40 g de cholestérol, vous êtes trop, on va vous donner un médicament. Vous voyez, on est dans un système totalitaire d'une certaine façon. Il faut faire très très attention et que le médecin, il devient un exécutant, il devient quelqu'un qui obéit. Et moi, je dis qu'à ce moment-là, c'est aux malades de résister et de s'opposer comme ça un peu à la dictature médicale. Parce que je pense que c'est une forme de totalitarisme. Parce que même à chaque fois, je vois les médecins, il y a une charge administrative aussi qui est assez phénoménale, parce que ça ne devrait pas être votre cœur de métier, un médecin est là pour soigner. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu comme les flics, il doit remplir 40 milliards de papiers. Ah oui, de plus en plus. L'administration, et il paraît que c'est que la partie visible, nous, quand on va chez le médecin, mais il paraît qu'il y a une administration à côté incroyable. Avec bien souvent, les médecins passent au moins 1 heure à 2 heures par jour pour remplir des papiers, les protocoles de soins, les demandes de cure. Voilà, c'est des trucs purement administratifs qui prennent du temps et qui alourdissent la journée de consultation. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas que de la médecine, on s'occupe aussi de la gestion, on s'occupe de l'administratif. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de médecins qui font des burn-out. Vous savez, des burn-out, c'est-à-dire des dépressions d'épuisement, parce qu'ils se disent... non seulement on fait un métier épuisant, on donne beaucoup aux autres, mais en plus on nous alourdit du point de vue administratif. Il faut remplir des cases, il faut redonner à la sécurité sociale nos statistiques, de savoir notre activité, combien de malades on a vu, combien de diabétiques, combien d'hypertendus. Bien sûr qu'ils nous fliquent. Mais bien sûr qu'ils nous fliquent. Mais bien sûr. Parce qu'il paraît que des fois, vous recevez même des... Par exemple, vous avez fait une prescription, puis vous vous rappelez, oui, mais pourquoi vous avez fait ça? Oui. Vous avez les médecins conseils de la Sécu, qui peuvent nous appeler pour nous dire, voilà. Mais encore, avec eux, ça se discute. Ils peuvent avoir, les relations peuvent être bonnes, parce qu'on est de médecin à médecin. Mais on a ce qu'on appelle des délégués à l'assurance maladie, qui viennent 2-3 fois par an, et qui vous sortent tous vos rapports d'activité. Ils vous disent, voilà, vous avez vu 653 malades ce mois-ci, vous avez vu 44 diabétiques, bon, on sait ce que vous avez prescrit, ils savent tout, et ils vous disent, vous ne prescrivez pas assez de générique, vous n'avez pas fait ça, il faudrait faire ça. Ils savent tout. Chaque ordonnance, elle est analysée et elle est décortiquée et on connaît votre activité. On sait comment vous vous comportez et on vous dit, non, on voudrait que vous prescriviez moins d'antibiotiques.
D'accord. On voudrait que vous prescriviez plus de ça, D'accord. moins de ça. Voilà, et on vous suit. Et oui, parce que j'ai Dans vu- 3-4 mois, on va revenir et on va vérifier Il y a l'évolution. une évolution. C'est ça. Parce que j'ai vu un médecin qui s'était fait, pas sanctionner, mais pareil, qui a été Bah, il y a embêté, une pression psychologique une énorme. grosse pression de la sécurité sociale, parce qu'il disait ce monsieur prescrit trop, reçoit trop de gens. Or, quand on s'intéresse à son cas, c'était quelqu'un qui vit aussi dans les quartiers populaires Oui, bien et sûr, bien qui sûr. travaille 12 heures par jour parce Ouais. qu'en fait son cabinet est plein toute la journée Ouais. et qui dit j'ai pas tellement le choix en fait. Et donc on lui a dit attention, mais oui, vous recevez, vous prescrivez trop, vous recevez trop de gens. Je trouve ça un peu sexy. Voilà. Et ben oui, ce sont des choses. Et ben c'est pareil. Ce sont des contrôleurs, et on peut l'appeler ça des flics, des inspecteurs, qui contrôlent notre activité et qui nous exercent une pression psychologique, qui font une pression administrative. Il y a même des médecins qui peuvent être sanctionnés. Bon, voilà. Et tout ça, ça alourdit notre profession. Et vous avez donc beaucoup de médecins qui le vivent très mal, quoi. Parce qu'on n'a pas choisi ce métier-là pour être contrôlé. On n'a pas choisi ce métier pour remplir des papiers. On est là pour servir des malades, on est là pour les aider, les soulager, les guérir, faire en sorte qu'ils vivent de mieux en mieux. Et les malades nous le rendent bien, parce qu'en général, ils nous aiment beaucoup. Chaque fois que dans les sondages, on nous dit plus de 85% des malades font confiance à leurs médecins, Oui, etc. c'est vrai. Mais c'est les pouvoirs publics, l'administration qui est un peu contre nous. Ouais. Parce Contre nous. qu'on sent bien quand on a affaire, je vous le dis mais vraiment sans embâche, le personnel de santé, on sent à chaque fois beaucoup de dévouement. Oui, c'est vrai. presque sacerdotal un peu Bien sûr, bien la sûr. santé. C'est, Les études de médecine sont très longues et très difficiles. En plus, l'exercice médical, il est difficile. Vous avez des responsabilités, vous calculez pas le nombre d'heures. Donc, tous ceux qui font ce métier, ils ont quand même une idée. Ils sont altruistes, ils sont généreux, ils sont dévoués. Et que ce soit les médecins, mais aussi les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignants. Tous les professionnels de santé, bien souvent, donnent beaucoup plus. tout à fait. Et c'est ça qui est un peu déprimant, c'est qu'ils ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils... On les sent maltraités. Absolument. Moi, je le dis. Alors, les médecins, voilà, c'est pas dans vos habitudes, évidemment, d'aller tout casser dans la rue, ou comme dans d'autres professions, on le fait. Mais on a l'impression que le gouvernement, il vous traite mal, quoi. Il n'écoute pas. C'est-à-dire que vous donnez un avis sur quelque chose, on nous dit, oh oui, non, mais les médecins, presque, ils sont trop privilégiés. Déjà, voilà, on a cette image, Ouais. on a cette image de privilégié, mais bien souvent les médecins ça travaille 10 heures par jour, ils font des 50 heures, 55, 60 heures par semaine. Bon, ils ont des revenus satisfaisants, mais au prix de 55 heures. Bon, je dis pas qu'on est malheureux, mais je dis qu'on fait un beau métier, mais qui est en train de se démolir, d'où la crise des vocations. Vous savez que aujourd'hui, beaucoup de cabinets n'ont plus de successeurs. Et ça contribue à la pénurie de médecins. Dans le 18e arrondissement, il y a eu 4 médecins qui ont pris leur retraite, qui n'ont pas été remplacés. Voilà, parce que les jeunes médecins, ils sont conscients de l'évolution du métier et ils disent, nous, on ne veut plus travailler comme vous 55 heures par semaine, on ne veut plus remplir des papiers toute la journée, nous, on veut avoir un salaire à la fin du mois, on fait nos 40 heures ou 35 heures, voilà. Fonctionnariser totalement. Fonctionnariser. Donc du coup, les cabinets libéraux, on a énormément de problèmes pour trouver des successeurs, pour les céder. Alors qu'il y a encore 30 ou 40 ans, chaque médecin avait la suite. Et donc voilà, et c'est comme ça que les pouvoirs publics créent des maisons médicales. Alors ça pousse comme des champignons, à peu près, les maisons médicales. Oui, parce qu'aujourd'hui, les médecins se disent, nous on veut travailler, on veut faire 35 heures, on veut quitter à 6 heures du soir, rentrer chez soi, et puis on va gagner 3 000 € par mois, on ne s'embête plus. Voilà, c'est une nouvelle façon d'exercer. Moi, à mon avis, elle est moins basée sur la relation médecin-malade. C'est-à-dire que le médecin devient, je dirais,
un prestataire de service, quoi. Il fait un acte, il est payé pour cet acte. Il n'y a plus cette relation qu'il pouvait y avoir entre le malade et son médecin, la relation de confiance, la relation intime, quoi, qui peut se dresser. C'est-à-dire que le médecin aujourd'hui, moi ça fait plus de 30 ans que j'exerce, je connais un peu l'histoire de mes patients. Je les ai connus petits, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Enfin, je veux dire, un médecin, c'est comme un avocat, faut tout lui dire. Voilà, on dit tout, absolument, on connaît tout. Alors qu'aujourd'hui, si on travaille dans des centres médicaux où les médecins sont interchangeables, vous allez plutôt vous parler de votre symptôme. Vous allez dire j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Mais vous n'allez pas parler de votre vie. Non, vous n'allez pas parler de ce qui vous gêne avec votre femme, avec votre patron, avec vos collègues. Et donc tout ça, la relation, elle va être basée sur un diagnostic, mais non pas sur une souffrance. Le métier va être plus technique et moins humain. Parce que vous n'allez pas... Bon, vous allez dire, j'ai mal à la tête, je fais une dépression. On va vous soigner pour votre dépression, mais il faudra qu'après qu'on sache pourquoi vous avez fait une dépression. Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la vie conjugale? Est-c'est que c'est la solitude? Est-ce que vous avez des souffrances? Est-ce que vous avez un enfant malade? Enfin voilà. Et puis le médecin, d'aujourd'hui ou d'hier, il connaissait votre famille, il connaissait un petit peu comment vous vivez, vos conditions de travail. Si on travaille dans des centres médicaux, la consultation, elle va être basée sur j'ai mal là, je veux la réponse à ma souffrance. À ma souffrance, voilà, c'est ça. Voilà. Mais on ne tient pas compte, on tiendra peut-être moins compte de votre vie, de ce que vous faites, de votre idée. Voilà. Et puis on va vous dire, dans les centres médicaux, vous devez vers 40 malades par consultation. Donc, hop, en 8 heures, il faut que... C'est plus la tradition, ce qu'on appelle le médecin de famille, que voilà. Ouais, le médecin Moi, humaniste. j'ai connu ça, que le médecin il connaît toute la famille, il connaît... Absolument, qui connaissait, qu'il y a des médecins qui rentraient dans les domiciles des gens, et en rentrant dans un domicile, ils voyaient un petit peu, par les meubles, par la décoration, comment les gens vivaient, ils voyaient comment... Voilà, est-ce que les gens mangent à leur faim, ne mangent pas à leur faim, est-ce que... Voilà, ça y est, non, vous rentrez dans une maison, vous pouvez faire un diagnostic social un petit peu de la personne. Bon, aujourd'hui, les malades, ils vont dans un centre. Bon, voilà, vous dites, vous êtes employé, etc. Mais on ne sait pas exactement ce que vous faites, quelles sont les relations que vous avez avec votre employeur. Voilà, tout ça change. Et donc, moi, je pense que la médecine, elle va perdre un peu de son humanité. Voilà, voilà. Et moi, je pense que la médecine, elle est belle, elle est grande parce qu'elle est humaine. Si on enlève le côté humain et on privilégie la technique, et on privilégie les statistiques, et on privilégie la technologie, je ne suis pas convaincu qu'on fera une médecine de qualité. Je suis pas convaincu. Surtout qu'on a les moyens en plus, dans l'absolu, on a tout ce qu'il faut pour faire une médecine de qualité. Oui, mais je pense que le monde se déshumanise quelque part. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'on devrait vraiment avoir tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure, en termes humains. Parce que même là, les manques de médecins, c'est incroyable, c'est qu'on va chercher des médecins à l'étranger, j'ai vu, parce qu'on en a... Alors, on nous dit on en a pas assez en France, mais on va quand même en embaucher à l'étranger. Mais c'est la conséquence très négative du numerus clausus. Donc, moi, j'ai eu des copains qui n'ont pas eu leur concours pour un quart de point, un demi-point. Et ils ont été malheureux parce que c'était une vocation, ils avaient envie de faire de la médecine, et comme le concours il est très difficile, ils l'ont raté pour un demi-point. Et puis après, ils apprennent quelques années plus tard qu'on fait appel à des médecins roumains, grecs, des choses là, des gens... du maghrébin, il y en a partout. Et des gens qui sont moins bien formés, voilà... Et là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qui tourne pas rond. Voilà, c'est ça le paradoxe. Il y a pénurie de médecins, mais on libéralise pas le numerus clausus. On n'augmente pas les vannes. Voilà, on vous dit il y a des déserts médicaux, mais aujourd'hui, un médecin, s'il n'a pas l'infrastructure, radiologie,
clinique, biologie, comment voulez-vous qu'ils fassent un diagnostic? Bon, et aujourd'hui, les médecins, ils ont envie d'avoir aussi une qualité de vie. Donc, il va pas travailler dans une région où il n'y a pas de restaurant, de cinéma. Donc il va se dire, bon, je travaille, mais j'ai besoin de tout ça. Donc, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers. On rend les régions désertes, on supprime tout, et puis on dit aux gens, venez. Mais c'est quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Qui tourne pas rond. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut au contraire créer de l'infrastructure, et ça fait venir. Mais si on dit, la clinique n'est pas rentable, on la supprime ou on la ferme, ça fait venir personne. Ouais, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire parce que ceux qui habitent là, ils se disent, il n'y a plus rien, et finalement, et c'est comme ça que la situation et le système de santé se dégradent. C'est comme ça que le système de santé se dégrade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'assistance publique, les personnes ne sont pas motivées parce qu'il y a pénurie de personnel, parce qu'ils sont traités très mal, ils ne sont pas toujours bien rémunérés. Bon, ils ne sont pas motivés. Et du coup, les gens sont... Et qu'est-ce qu'on fait? On quitte l'assistance publique et on va vers le privé. Vers les cliniques privées. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours officiel en disant on veut une médecine sociale, solidaire, humaine, assistance publique, et puis on ne fait rien pour la conserver. Et les gens se disent, moi je suis très mal reçu dans les hôpitaux, j'attends des semaines pour avoir des rendez-vous, je vais aller dans le privé, où je suis mieux reçu, je paierai plus cher, mais je serai mieux reçu. Parce que c'est aussi le problème des urgences complètement embouteillées, les hôpitaux. Il y a beaucoup de problèmes apparemment aussi de violence dues à cette situation, puisqu'il y a des attentes interminables. Absolument. Alors, on attend 8 heures, 10 heures, donc les patients s'énervent. J'ai vu qu'il y avait des conflits partout dans les urgences. Bien sûr. On met des vigiles. Des vigiles, voilà. On met des vigiles dans les services d'urgence. Parce qu'il y a l'agressivité, il y a des incivilités, etc. Oui, Et du coup, ça crée des tensions. Parce que c'est des pressions supplémentaires, ça, qui viennent s'ajouter pour le personnel. Mais bien sûr. Non seulement il y a des gens, en plus de ça, il y a une pression. On réduit le personnel alors que c'est une activité. La médecine, ça fait une activité où on a besoin d'une relation humaine. C'est-à-dire que, paradoxalement, il faudrait plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, plus de médecins, de façon à ce que les malades se disent on est bien reçu, ça va relativement vite, le médecin il a le temps. Aujourd'hui c'est tout l'inverse, personne n'a le temps d'examiner, l'infirmière elle est débordée, l'aide-soignante elle en peut plus, et c'est comme ça que la situation se dégrade, et le malade, il en fait les frais, moi je trouve qu'il en fait les frais. Il en fait les frais. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'insatisfaction. On a de plus en plus... des erreurs médicales, beaucoup de plus en plus. On a des erreurs médicales. Alors, on n'en voyait pas autant avant, quand même. Et on a beaucoup de plus de plaintes. Oui, de patients qui disent « j'étais pas suffisamment pris en charge, j'étais pas considéré ». Bon, et le médecin, et ça se surajoute. Le procès pour un médecin, c'est vécu comme une humiliation, et ça accentue son burn-out, quoi. Ça accentue sa dépression, et il se dit je donne mon temps, ma vie à des malades, et puis il porte plainte. Il est vécu comme une grande agression. Ouais. Parce qu'en plus, un médecin aujourd'hui, je sais qu'il doit avoir des assurances particulières. Surtout les spécialistes, les chirurgiens. Voilà, parce qu'ils ont toutes leurs responsabilités. Parce s'ils font une connerie. Parce qu'ils font une erreur, c'est eux qui payent, ou la compagnie d'assurance, ou la clinique. Donc, voilà, un acte chirurgical. Et tout ça est lié, si vous voulez. Les accidents médicaux liés aux soins, c'est dû à la pénurie de médecins, c'est dû à l'accélération des soins, c'est dû au fait qu'on va de plus en plus vite et qu'il faut vite sortir les malades. Et tout ça, ça a un prix. Hein. Alors, il ne faut pas regarder que le bilan en fin d'année. Il faut avoir une vision un peu plus... C'est-à-dire que vraiment, il faudrait que les politiques, ils arrêtent donc
qu'on arrête vraiment un changement de cap, de dire on arrête de considérer sous l'angle capitaliste. Ah mais non, il faut pas, voilà. Il faut arrêter complètement. Moi, on change de mentalité. Je pense très honnêtement, et je l'ai écrit dans mes livres, je le pense, que un État, d'une manière générale, un gouvernement, quel qu'il soit, il doit avoir, je dirais, quatre priorités. Il faut qu'il assure à sa population la possibilité de se loger, de se soigner, d'éduquer et puis de nourrir, je dirais, correctement sa population. Voilà. Il faut que ces quatre objectifs ils puissent être atteints. Voilà. Se loger, bon, et on sait que ça pose des problèmes, se loger, se soigner, s'éduquer et avoir une vie décente. Tout le reste, là, les loisirs, tout ça, c'est du plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces grands besoins-là, ils ne sont pas forcément assurés. Vous savez bien comme c'est difficile pour se loger aujourd'hui. Bah pareil, c'est le même principe. Pénurie de logement, forte demande, donc augmentation des loyers. Les gens ils se saignent pour avoir un logement. Bon. Se soigner, on voit la difficulté. L'éducation, cette année, on a vu que toutes les statistiques sont effondrées. La France, mauvais niveau. Les gens vont dans des écoles privées. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'État, un gouvernement, l'État, il doit se préoccuper de ces choses-là, à la base. Bon, et ça, c'est malheureusement, on n'a pas pris conscience, on est basé sur toujours pareil, avec des conclusions chiffrées, combien ça coûte, combien ça dépense. Non, il y a des moments, il faut peut-être investir. C'est pas rentable les premières années, mais on va y gagner en qualité de vie, on va y gagner en harmonie dans la vie. Parce que la violence, ça a un coût. Parce que tous ceux qui ont pris ces options-là en Europe, comme on a vu en Angleterre, où c'est le tout libéral dans la santé, d'ailleurs même ils en reviennent un peu. Mais bien sûr. Parce que ça a été une catastrophe. Oui, mais regardez par contre au Danemark, où tout est basé sur la communauté, le social, etc. Les gens vivent beaucoup plus heureux. Ils disent que le Danemark est un pays où, de toute l'Europe, les Danois se sentent heureux. Ils se disent, on fait des études, on sait qu'on va avoir du boulot. On est soigné, on est dans de bons endroits, on peut se soigner. On a des équipements qui... C'est public là-bas, ils ont tout gardé public Non, c'est-à-dire qu'ils ont fait une politique où ils ont investi dans le matériel médical, dans les hôpitaux, on met des belles chambres, on met du personnel, si bien que le Danois, d'une manière générale, ses besoins essentiels sont assurés de façon moderne et décente. Voilà. Donc, c'est un choix de... Les pays nordiques, ils ont beaucoup basé sur l'art de vivre. Voilà. Les pays capitalistes, ou l'économie libérale, c'est basé beaucoup sur le chacun pour soi. Ce qui compte, c'est moi. Alors que dans les pays nordiques, il faut penser à nous. Il faut que tout le monde soit plus ou moins heureux. Et donc les pays basés sur l'économie et le capitalisme, c'est du genre, tu te débrouilles, tu as l'argent, tu vivras bien, tu n'as pas d'argent. Nous, en plus, on avait un système de solidarité, mais qui est en train de s'effriter. Parce que les Anglais, on prend exemple donc sur ces Anglais, finalement, ces Américains. Moi, je pense que je vous dis, c'est pas bon, Il faut il y ait des minimums, il faut il faut que la plupart des gens, ils aient une vie correcte, quoi. Et aujourd'hui, vous avez on n'a pas une médecine à 2 vitesses, on a une médecine à 3 ou 4 vitesses. Il y a des malades qui renoncent aux soins, qui ne vont pas se soigner, ni les dents, ni les yeux, ni rien, parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, ils ont très peu. Fait, ouais. Vous avez ceux qui ont le système de sécurité sociale basique. Bon, ils n'ont même pas la possibilité d'aller voir des spécialistes. Donc voilà, parce que les spécialistes, ils sont en secteur 2, et ils vous disent, moi je ne peux pas payer. Oui, parce que... Il y a des dépassements d'honoraires. Il y a les fameux dépassements d'honoraires, parce que quand on est en ACMU,
en fait, la sécurité sociale ne repose qu'une certaine Ah bah somme que sur la base. que sur la base, voilà. Le tarif d'un spécialiste, c'est 30 euros ou 33 euros. Quand vous avez un spécialiste qui vous prend 60 euros, la différence, c'est pour C'est vous. pour vous, voilà. Donc, le restant à charge, ce qu'ils appellent le restant à charge, il augmente. Et donc, vous avez des gens qui ne peuvent pas aller voir les spécialistes, qui ne peuvent pas aller faire des actes chirurgicaux où il y a des dépassements d'honoraires de 500, de 1000 euros. Donc, et ça, on est déjà à 3-4 vitesses. Et puis, il y en a ceux qui, eux, ont les moyens de payer, etc. Donc, entre ceux qui renoncent, ceux qui ont les médecines de base, ceux qui ne peuvent pas avoir aux spécialistes, voilà, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est pour ça que je dis, il y a une régression sociale. Je crois que objectivement, quelqu'un de bonne foi peut le reconnaître, mais apparemment, peut-être que le chantier est énorme et que personne ne veut s'en occuper, mais c'est vraiment vital. Hein. Sinon, on va encore régresser. Hein. Parce que le pouvoir des mutuelles, en plus, lui, il cesse d'augmenter. Mais bien sûr. Et ça aussi, c'est une part privée, parce que derrière le mot mutuelle, c'est ce qu'on avait vu aussi dans C'est une émission, des assurances complémentaires. Des assurances complémentaires privées. À 90%, c'est pas mutualiste. Parce que mutuelle, ça fait un peu service public, solidarité. Non. Enfin, dans le mot, quand on l'entend, une mutuelle, c'est pas... Dans la majorité, ce sont des assurances privées qui cherchent la rentabilité. Voilà. Et puis, vous avez AXA, le GAN, enfin, toutes les... Et qui savent très bien gérer, leur secteur. Et eux, ils font pas de la philanthropie. Ils font pas de la philanthropie. Et ça va de plus en plus... voilà. Et alors, on est dans une situation paradoxale où vous avez une population qui vieillit de plus en plus. Et plus vous vieillissez, plus vous avez des maladies. Et d'un autre côté, ces maladies coûtent de plus en plus cher. Et paradoxalement, vous n'avez pas accès au 100% pour tout. Par exemple, il y a quelques années, l'hypertension artérielle alors qu'elle était considérée comme une affection de longue durée et qui était remboursée à 100%, elle n'est plus remboursée à 100%. Voilà. Donc il y a eu levée de bouclier, les cardiologues ont dit c'est pas normal, et les pouvoirs publics ont dit non, il faut faire des économies. Voilà. Donc petit à petit, de façon insidieuse, de façon silencieuse, sans que ça fasse du bruit, la sécurité sociale, petit à petit, il y a un grignotage. Vous vous rendez pas compte, mais quand vous voyez que ce qui se passait il y a 20 ans et maintenant, ou il y a 10 ans, vous dites, mais on régresse. Vous voyez, à la fin, elle remboursera quasiment. Mais je veux dire, si on devait faire l'histoire de la sécurité sociale, on se rend compte que avant, on était remboursé 85% de la consultation et des médicaments. On est passé à 75 et maintenant c'est 65. Vous voyez ? Si vous devez analyser l'histoire. Il y a eu une époque où vous ne mettiez pas un timbre pour renvoyer vos papiers à la sécurité sociale, parce qu'un timbre, ça coûtait de l'argent. Aujourd'hui, vous mettez un timbre. Vous n'aviez pas le forfait hospitalier. Hein ? Aujourd'hui, on a créé un forfait hospitalier qui est de 18 euros par... Il a augmenté, tous les 3-4 ans, il augmente. On a créé des franchises. Donc petit à petit, on voit bien que la sécurité sociale se désolidarise. Il y avait des médicaments qui étaient toujours remboursés. Alors on a créé des remboursements 100%, 65%, 35%, 15% et 0%. Donc on a créé des différents selon l'utilité du médicament, etc. Mais on a de plus en plus le restant à charge qui augmente. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est une évolution sur 30 ans, gauche ou droite, compris. Ils sont allés dans le même mouvement, les deux. Voilà, parce que en réalité, les gens, ils ont un raisonnement qui est purement économique, et que les gens, quand ils regardent un bilan, ils disent oui, on est en déficit, il faut, voilà. Parce que cette mentalité, en plus, qui a accéléré, parce que je me souviens de Sarkozy qui avait
demander les résultats dans la police, ou Voilà. ils se plaignent de ça aussi, qui disent mais on va pas mettre des infractions pour des infractions, Voilà, on va voilà. presque les provoquer pour faire monter les stats, c'est complètement, c'est surréaliste. Et la médecine, c'est pareil, on a senti ça, donc voilà, pareil, des chiffres, voilà, l'hôpital, etc. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que le pouvoir donc, de ces lobbies, là, ces énormes lobbies, on a l'impression que c'est eux qui bouffent tout, parce que, in fine, c'est quand même eux qui vont ramasser aussi un peu la Bien mise sûr. derrière. Alors, les sur lobbies, tout c'est ça, quoi? sur C'est l'industrie pharmaceutique, voilà. c'est les compagnies d'assurance, ce sont les lobbies des cliniques privées, les lobbies des maisons de retraite, parce que là aussi, si vous voulez parler par exemple, de la dépendance, Ouais. on va arriver justement du fait du vieillissement, qu'on va arriver à avoir, je crois qu'il y a plus de 800 000 personnes par an qui ont une maladie d'Alzheimer, hein, par exemple en France. Ah ouais. Donc c'est énorme, et en vieillissant, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont âgées, dépendantes, et il faudra créer des maisons de retraite, ou des EHPAD, c'est-à-dire des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ça coûte entre 2005, 3000, 4000 euros. Hein. Alors on est par mois. Donc on va être dans une situation où vous avez des retraites qui sont de plus en plus faibles et des coûts pour le vieillissement qui seront de plus en plus élevés. Et ce problème-là, je peux vous dire que à l'élection de Sarkozy en 2007, donc il y a près de 10 ans, il disait oh, on va créer une assurance dépendance. 10 ans après, rien n'est fait. Donc on est conscient du problème. Moi je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Demain tous vieux, pauvres et malades. Comment éviter le clash sanitaire? C'est un problème énorme parce que la population vieillit, parce que cette population elle est grande consommatrice de médicaments, d'hospitalisation et de retraite. Et comment vous faites quand vous avez, faut payer 3 à 4 000 euros par mois pour une maison de retraite, quand vous avez une retraite de 2 000. Donc ce sont les enfants qui se cotisent, etc. Donc ça c'est un réel problème. Il faut il faut se pencher sur ce problème de la dépendance. Bon, personne fait, chacun se débrouille comme il peut. Et ça c'est peut-être le rôle de l'État, de se dire il faut que notre population, sinon on va arriver à des gens qui vont mourir dans des mouroirs. Hein. Ou alors on va nous inventer les maisons de retraite en Hongrie, enfin délocalisées. peut-être on va vous dire... faut dire ça coûte moins cher. Allez là-bas, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Voilà, vous voyez, alors imaginez votre père, votre mère loin et vous la voyez pas. Non, mais voilà. Le monde est devenu de plus en plus déshumanisé, il faut faire attention. Et donc, il y a des réels problèmes, il y a des choses, et aujourd'hui, on ne veut pas les voir parce que ce sont des problèmes énormes. C'est des problèmes énormes à gérer. Et le temps passe et on les laisse couler. Et le problème, moins vous en occupez maintenant, plus il sera encore plus grand. Plus ça va grossir, parce qu'en fait, voilà, de toute façon, ça va être devant nous, voilà, si on ne fait rien. Les maladies chroniques, ça représente près de plus de 20% de la population, c'est-à-dire 15 millions de Français. Alors, maladies chroniques, pour préciser, c'est les maladies... C'est les maladies l'hypertension, le diabète, l'asthme, les bronchites, l'insuffisance rénale, toutes les maladies qu'on a toute notre vie. Toute notre vie, qu'on va se faire traiter... pendant 20 ou 30 ans. Ça représente 15 millions de gens. C'est plus de 20% de la population. Ces 20% de la population, ils représentent 80% de la consommation du truc. Il faut s'en occuper. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un réel problème. Alors, il ne faut pas seulement leur dire faut donner des médicaments, etc. Il faut peut-être faire en sorte de les éduquer pour consommer moins, etc. Parce que c'est un problème. Alors, on ne peut pas les laisser tomber parce que ce sont des maladies graves, mais on ne peut pas non plus aboutir à une surconsommation. Ouais, est-ce qu'on n'est pas aussi, un peu, nous, les patients, souvent un peu trop obsédés par les médicaments, ce qu'il appelle une surconsommation des médicaments. Bien sûr. Boulimie, un peu. C'est le mal français, je dirais. La surconsommation du médicament, c'est le mal français. On est des latins et on considère que
face à une souffrance, on veut avoir la réponse médicament. Bon. Et un médecin qui prescrit pas beaucoup de médicaments, on dit il est pas bon, il est pas bon, il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Il m'a donné que du Doliprane, il m'a donné que de l'aspégique. Mais c'est vrai que quand le médecin nous dit on dit mais il m'a rien donné. Donc on a besoin, voilà. Et donc tout ça c'est culturel. Bon, mais on pourrait développer, je sais pas moi, des activités sportives qui réduisent la consommation de médicaments. Et on peut imaginer des situations où la sécurité sociale elle créerait des lieux d'activité sportive, intellectuelle, de façon à ce que les personnes vont dans ces centres-là, consomment moins de médicaments, et du coup, tout le monde serait content. On réduirait le déficit, voilà. Est-ce que l'hygiène alimentaire, c'est pas aussi important? Est-ce que c'est pas un facteur qui est... Mais bien sûr, on dit toujours qu'on creuse sa tombe avec sa cuillère. Hein. Cette formule qui, quand on mange trop, quand on mange gras, voilà, tout ça. Donc ça aussi, ça fait partie. Voilà. Mais on prend le problème quand il existe. On n'essaye pas d'anticiper. Mais c'est parce qu'il y a des pouvoirs. Hein. Vous voulez réduire la consommation de médicaments, mais l'industrie, elle se dit... Ah oui, ça, elle n'a pas tellement envie, oui, c'est ça. Vous voulez dire, mangez moins, mais vous avez l'industrie agroalimentaire qui se dit, nous, on veut au contraire des colorants, on veut que les gens consomment de plus en plus. Hein, plus ils ont soif, plus ils ont faim, mieux c'est. Voilà, donc il y a des pouvoirs comme ça qui existent, et il faut faire avec, mais c'est, je pense, à l'État, de donner la direction en disant, bon voilà, on va faire en sorte que la population fasse plus de sport, parce que le sport c'est bon pour le moral, on va consommer moins de psychotropes, moins d'antidépresseurs, etc. On va créer des conditions dans le monde du travail pour que les gens aient un bien-être au travail. Enfin voilà. Il y a une autre façon de voir les problèmes. C'est, est-ce qu'on gère les problèmes ou on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème? Oui, parce qu'on voit qu'il y a une convergence d'intérêts avec justement les industriels d'agroalimentaire qui vont nous vendre leur malbouffe en grande quantité, puis quelque part après, ces gens, il va falloir soigner, et puis mais oui. on s'aperçoit que des fois, il y a les mêmes qui vendent les médicaments. Alors, non, mais c'est vrai, il y a des industriels qui s'en fichent de savoir, ils sont là pour vendre toujours plus de médicaments, plus vendre de surgelés et de la malbouffe, la consommation de tabac et la consommation d'alcool, et il n'y a pas véritablement de contre-pouvoir. Et bon, c'est au rôle peut-être des pouvoirs publics d'aider les gens à s'organiser en contre-pouvoir, pour contrebalancer les effets nocifs. Mais donc c'est un véritable... Sinon on va aller de pire en pire. Hein. Je veux dire, il ne faut pas... on dit toujours la planète est menacée, mais la planète c'est vaste, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Mais moi je dis que c'est la vie, votre vie personnelle. De toute façon, les gens pressentent tout ça, ont l'expérience que voilà, c'est plus difficile. Oui, mais ils se sentent pas protégés. Ils se disent pas, voilà, moi je suis pas inquiet. Enfin, je veux dire, ils ont une inquiétude. Ah oui, il y a une inquiétude. Face en se disant, si demain je suis malade, comment je vais me débrouiller? Il est courant aujourd'hui de voir des gens, le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, le premier, des gens qui ne se soignent plus. Parce que c'est un choix... justement des financiers, etc. On peut pas. Donc les gens se posent la question, si je suis malade, comment je vais faire? Si je deviens vieux, bon, j'aime être vieux, j'aimerais être vieux, voir mes enfants grandir, mes petits-enfants, mais il faut être capable d'avoir une vieillesse, entre guillemets, décente, que vous ne soyez pas pauvre. Alors vous avez la triple peine, hein. Vous êtes vieux, vous êtes pauvre et vous êtes malade. Bon. Donc tout ça, ça crée des inquiétudes. Et c'est le rôle, je dirais, des pouvoirs publics d'assurer... Voilà, je vous dis, c'est la mentalité des pays anglo-saxons. Les gens vivent heureux en se disant, voilà, j'ai pas de soucis, mon fils fait des études, il va trouver un travail. Si je suis malade, je vais pouvoir être soigné. Si je vieillis, je vais pouvoir trouver un lieu pour vivre ma retraite décemment. On n'a pas ça en France, hein. On n'a pas ce ressenti.
c'est un peu chacun pour soi. Bah, On a l'impression que c'est chacun, c'est le système D. Chacun se débrouille comme il peut. C'est le chacun pour soi. Bon, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Et est-ce qu'il faudra, j'avais vu aussi dans l'exemple des Pays-Bas, qui ont réalisé une espèce d'immense audit de tous les médicaments pour savoir vraiment ce qu'ils allaient rembourser ou pas. Parce qu'il paraît qu'il y aurait plein de médicaments aussi inutiles, un peu aussi, qui sont remboursés. Alors d'autres pas, justement, Oui, c'est un peu oui. d'autres pas remboursés qu'il faudrait, d'autres Non, mais il n'y a pas de remboursés cohérence. qui ne servent à rien. Non, il n'y voilà. a pas de cohérence dans les remboursements. Ouais. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de cohérence dans les remboursements. Il y a des médicaments qui sont qui ne servent à, enfin qui sont des placebos, qui ne servent à rien, qui sont purement psychologiques, qui n'ont aucun effet et qui sont remboursés à 65% parce que il y a des pressions du labo, parce que il y a des connivences entre les pouvoirs publics, les industriels, etc. Et puis des fortifiants, par exemple, les vitamines et des choses comme ça, qui ne sont pas remboursés. Et quelquefois, quand vous sortez d'une intervention chirurgicale ou que vous avez eu une grave maladie, eh ben, je parle de cancer, d'une intervention chirurgicale, d'une occlusion, vous avez besoin de fortifiants, eh ben, il faut les sortir de votre poche. Donc, on pourrait créer un système en se disant, quand vous êtes malade, après une intervention chirurgicale, vous pouvez avoir droit à des vitamines, à des fortifiants qui sont remboursés peut-être à hauteur de 50% ou pendant une durée d'un mois, à 100% après une intervention. Et bien là, on se retrouve dans des situations où vous ne pouvez pas être remboursé. Donc il n'y a pas de cohérence. Le médicament, je vous dis franchement, moi j'ai écrit des livres là-dessus, c'est un grand bazar. C'est un grand bazar où on trouve tout et n'importe quoi. Des médicaments qui n'apportent rien et qui sont commercialisés et qui coûtent très cher à la collectivité. Des médicaments qui ne sont pas remboursés et qui pourraient l'être. Je donne un exemple d'incohérence. Les bas varices, les chaussettes de contention sont remboursées 100%. Les médicaments contre les varices ne sont pas remboursés. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça a été décidé. Voilà. Un autre exemple, je peux vous dire, les pilules ne sont pas remboursées, l'avortement est remboursé. Les pilules contraceptives ne sont pas remboursées, l'avortement est remboursé. Donc vous avez des gens qui disent moi je ne peux pas payer une pilule, donc je peux un risque de grossesse. Et on rembourse le remboursement. Donc voilà. Donc il y a des incohérences, et ces incohérences-là, elles existent dans plein de domaines. Vous avez des médicaments pour la maladie d'Alzheimer qui ne servent à rien. Il faudrait les prendre au tout début de la maladie. Ils sont remboursés des fois à 65%, des fois à 100%. Or, ils sont inefficaces, c'est purement psychologique, c'est pour dire voilà, on a fait quelque chose, et qui coûte très cher. Et à la collectivité, c'est toutes les personnes âgées qui en prennent et que ça ne sert à rien. Et ça entraîne même en plus des effets indésirables. Donc ça devrait peut-être revoir la situation. Et puis d'autres, on les rembourse qu'à 15%. Pourquoi ? Pourquoi pas 35 ? Pourquoi pas ? Bon. Et là, c'est là où on voit qu'il y a des lobbies, des jeux d'influence. C'est l'EFSAP, c'est ça qui... Oui, c'est l'AFSAP, c'est la Haute Autorité de Santé. Qui est souvent accusé justement de cette collusion un peu entre... Bah oui, c'est flou, c'est très... Parce qu'on nous dit oui, voilà, que ça tourne, on passe de l'un à l'autre, voilà. donc c'est pas trop... Et on ne comprend pas pourquoi un médicament il est passé de 65 à 35% de remboursement. Bon, et donc le malade, il dit qu'il était bien avec ce médicament. Bon, voilà. C'est compliqué, c'est un vrai bazar, mais il faut avoir une logique, une cohérence. Et ça on s'aperçoit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence. Je sais pas moi, il y a eu à l'époque, on a eu les vaccins contre la grippe H1N1 avec Roselyne Bachelot. Elle a acheté 45 millions de doses de médicaments. Ouais. Ça a coûté très cher, on en a jeté les 2/3 à la poubelle. Bon, voilà, c'est un gaspillage énorme. Et d'un autre côté, il y a certains médicaments qu'on ne peut pas rembourser et qui peuvent être utiles. Voilà, c'est tout le système
qui est pervers parce qu'il y a des luttes d'influence. On a vu aussi avec l'affaire du Mediator, ça fait beaucoup de bruit, parce oui. qu'on avait vu que les médecins, justement, avaient donné l'alerte apparemment depuis longtemps, Oui. mais personne n'entendait rien du côté des... Parce que on imagine très bien que le laboratoire, il va voir le ministre et dire nous, si vous supprimez ce médicament-là, on ferme l'usine. Et dans la région, c'est l'usine qui fait tourner la région. Et donc le maire et le préfet, le député du coin, il dit attendez, moi je vais avoir 500 personnes au chômage, les commerçants autour vont souffrir, c'est pas bon. Voilà, et je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Hein. Vous devez gérer au quotidien, et c'est comme ça qu'on voit des incohérences. Dans le médicament, dans la politique de soins. C'est ça, faudrait vraiment qu'il y ait une espèce de chape de plomb qui sépare les décideurs, en fait, et les industriels, parce que le fait que ça se mélange comme ça, c'est... Faut pas rêver. Ouais, faut pas rêver. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Non. Le pouvoir, le pouvoir politique, il dépend du pouvoir économique. Et donc, les industriels, c'est quand même eux qui financent les campagnes électorales. Si vous voulez devenir député dans une région, il faut faire avec les industriels. Les industriels, eux, ils disent si on vous aide pour être député, c'est pas pour nous faire des lois ensuite qui vont aller contre nous. C'est ça. Donc, pouvoir économique, pouvoir politique, ça va ensemble. Il faut pas. C'est pas nouveau. C'est depuis les forges et depuis le 19e siècle. Hein, Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez affaire à des pouvoirs qui sont mondialisés. Parce que l'industrie pharmaceutique, c'est le big pharma, c'est mondial. Voilà. C'est mondial. L'industrie agroalimentaire, c'est mondial. En plus, les c'est banques, une industrie qui pèse incroyablement en chiffre bien sûr. d'affaires. L'industrie pharmaceutique, elle est plus puissante que l'industrie agroalimentaire. Plus puissante que les banques. Ouais. Et donc, vous avez d'un côté des puissances énormes, mondiales, puis d'un autre côté, vous avez des gouvernements qui sont tout rikiki, quoi. C'est pour ça que quelquefois, c'est décevant. Moi, j'ai écrit des livres il y a plus de 8 ans où je dénonçais un peu la dérive de l'industrie pharmaceutique. 10 ans après, il n'y a rien vraiment qui a été fait. On a connu en 2008 la crise, le krach, la banque Lehman qui fait faillite. On revient pratiquement 10 ans après. Rien n'est vraiment changé. Il se prépare au deuxième krach. Et on nous dit, on va réguler tout ça, on va arranger ça, on va supprimer les primes, les traders. Bon, le monde continue. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, on dénonce, il y a des scandales, le Mediator, la vache folle, tout ça, mais le système continue. Oui, on voit, il y avait le vaccin aussi là, de Sanofi pour le papillomavirus. Papillomavirus. Non, pareil, il n'a pas d'efficacité. Il n'a pas une efficacité à 100%, il a une efficacité à 60%. Mais là, il n'y a pas eu d'effet indésirable. Enfin, je veux dire, on ne peut pas mettre sur la même chose le vaccin et le Mediator. Mais le Mediator, on savait qu'il y avait des risques et on continue. Bon, voilà, donc... Oui, parce que quand les médecins alertent, ça fait pas... en fait, ils alertent, mais bon, on n'est pas obligé de le prendre en compte, en fait, au niveau de l'administration. Même si on en prend compte, ça fait contrepoids. Enfin, c'est pas assez puissant. Et puis, je vais vous dire, par exemple, le laboratoire Servier, par exemple, qui a souffert beaucoup en France, et il y a eu la mort de Jacques Servier, mais c'est une multinationale. Alors, en France, ça va pas, mais le groupe Servier dans le reste du monde, il est très florissant. C'est ça le paradoxe. Donc, ils se disent, bon, nous, à la limite, la France, ça représente très peu dans le chiffre d'affaires du groupe. Donc, voilà, on s'en fiche. Et les laboratoires comme Pfizer, Sanofi, etc., ils disent, bon, nous, si ça ne va pas en France, si on nous fait des lois contre l'industrie, eh ben, on ira ailleurs. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, c'est ça que je veux dire. Le pouvoir, il est
il est disproportionné. Vous avez d'un côté un État, 60 millions d'habitants, et puis vous avez une multinationale qui vit sur 1 milliard d'habitants. C'est pas la même proportion. Et c'est comme ça que le rapport, le pouvoir, il est inégal. Non, parce qu'à la fois, ils ont beaucoup de pouvoir, justement, ces laboratoires, cette industrie, mais ils se font très discrets en même temps. On ne les voit pas trop pavaner, je trouve. Bien sûr. Parce que, mais c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut dénoncer les dérives, on peut dénoncer des comportements, des choses comme ça, mais les choses bougent très peu. Moi, je pense que ce qui peut faire bouger, c'est la population. Si les gens se mettent à faire des manifestations, une rébellion, une résistance à ça, l'industriel qui dit « Ah ben moi, si on n'utilise plus mes produits, il faut que je réfléchisse », ça prend. Mais il ne faut pas compter sur l'État pour que les choses changent, puisque l'État, le pouvoir politique et le pouvoir économique, ils sont cousins germains, quoi. Je veux dire, Ou alors il faut des hommes politiques non corrompus. Qui ont beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Qui ont beaucoup de courage. Allez, je vais prendre les questions. Alors on me dit par exemple, existe-t-il des génériques plus efficaces que les 10 originaux ? Ça peut exister ? Non, ça ne peut pas exister. Impossible. Impossible. Cherchez pas. On me dit, salut tout le monde, bonsoir Dr Boukri. Connaissez-vous ce remède contre le sida évoqué sur Méta TV ? Et est-il réel ? Pourquoi personne n'en parle ? Alors il s'agit en fait d'un remède qui a été mis au point par Jacques Diop au Sénégal, avec un laboratoire sénégalais. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. Non, c'est donc un peu, voilà, tout le monde ne la connaît pas, mais c'est quelqu'un qui a mis au point en fait un remède à base de plantes sur lequel il a testé sur des malades. Il a obtenu des résultats, voilà, très positifs. Et en fait, au moment où il aurait dû avoir la commercialisation en fait, du médicament, du principe. Il y a eu apparemment tous les grands laboratoires français qui sont venus à Dakar avec Douste Blazy, c'est marrant, qui était à l'époque le fameux ministre de la Santé. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette réunion, mais ils ont changé d'avis. En tout cas, le lendemain, il n'était plus question de commercialiser. En revanche, le Sénégal a obtenu une énorme subvention de la France, de plusieurs millions, et l'effacement aussi d'une grande partie de sa dette. Voilà. Oui, mais ça, ça arrive souvent que quand un chercheur ou une équipe de chercheurs trouve des molécules qui ne rentrent pas dans le système, et surtout s'ils sont indépendants et qui ne font pas partie d'un groupe industriel, etc., ils se font assassiner par les grands groupes parce que c'est une concurrence terrible. En plus, je suppose que le médicament, il coûtera moins cher que... c'est avec un base de plantes qui poussent là-bas. Donc tout ça, ça fait on dénigre, on empêche même ce qu'il ait des autorisations de mise sur le marché. Donc c'est surréaliste, on pourrait empêcher un médicament qui pourrait soigner pour donc des principes économiques. Bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que les grands laboratoires vont aller voir le ministère en disant écoutez, ça peut pas, vous pouvez pas donner une caution à ce genre de médicaments, voilà. Et ça c'est très fréquent. Il faut vraiment une volonté politique. Les gens qui disent non, nous on n'a pas les moyens d'acheter des molécules qui coûtent très cher. Ça a été fait à l'époque en Afrique du Sud, où il y avait Roche qui faisait son médicament contre le HIV et contre le sida. Donc il y avait une bataille juridique où le gouvernement sud-africain nous dit on ne peut pas payer des molécules très très chères, on n'a pas les moyens pour traiter notre population atteinte du sida. Et le laboratoire, il dit oui, mais nous, on a investi, on a fait des millions de dollars de dépenses pour fabriquer ce médicament. On peut pas, voilà. Et il y a eu une bataille juridique, il y a eu un rapport de force, et ils sont arrivés à un compromis. Oui. C'est arrivé à un compromis. Il y avait un cas similaire en Thaïlande, je crois aussi. Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la volonté politique. Donc si on a au Sénégal un gouvernement qui dit nous on y croit, on va l'aider. Voilà. Mais s'il dit non, voilà, c'est un véritable problème, parce que c'est des enjeux colossaux.
Bon, imaginez le nombre de gens atteints du sida dans le monde, et si on trouve une molécule qui est beaucoup moins chère et qui peut nuire aux grands groupes industriels, les Roche, les Novartis, les Pfizer, les grands groupes américains et suisses. Mais il faut s'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter. C'est des géants. C'est des géants. Et qui sont loin d'être... même les petits scandales, ça leur fait une petite secousse. Mais ils sont tellement robustes. Voilà, parce qu'ils ont des ressources financières incroyables. Bah oui, ressources financières pour eux, énormes. même se faire attaquer finalement en procès. Mais non, ils vous envoient des armées d'avocats. Et puis ils indemnisent des malades. Oui, ils peuvent acheter les victimes. Alors ça aussi, oui, c'est-à-dire que en fait, quand il y a un scandale, souvent d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils étouffent. Ils vont voir les gens et ils leur disent bon bah. J'ai écrit un livre qui s'appelait Ces médicaments qui nous rendent malades, à partir d'une histoire vraie évidemment. C'était le Vioxx, un anti-inflammatoire fabriqué par un laboratoire américain qui s'appelle MSD, Merck Sharp Dohme, et il y a eu 3000 morts dues à ce médicament-là, parce que ce médicament-là qui traitait l'arthrose, l'arthrite, etc., entraînait des hypertensions, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde et des décès. Et bien le laboratoire a indemnisé les familles des personnes victimes de ce médicament-là pour étouffer l'affaire. Voilà. Mais les indemnisations, ils avaient gagné tellement d'argent que... Oui, voilà, ils arrivent avec une somme indécente et puis les gens... Voilà. Voilà. Et donc on dénonce un scandale, mais ce scandale, il est vite étouffé par des questions d'argent, et le laboratoire, il existe toujours encore, il progresse, il continue sa vie. Oui, et puis en plus, comme on connaît les liens, par exemple, les laboratoires qui investissent aussi massivement dans les médias, bon, du coup, mais bien sûr. sûr. TF1 que j'ai comme client, voilà, ça d'office, j'ai pas envie de m'embrouiller. Bien sûr. Donc du coup, bon, on n'en parle pas de cette affaire-là. C'est évident, c'est évident. Je veux dire, il y a des rapports d'intérêt, il y a des conflits d'intérêts. Moi, je peux vous dire que j'ai écrit ce livre sur les génériques. Il y a eu des émissions où je n'ai pas pu passer, parce que je pense que comme il y avait des laboratoires qui faisaient des campagnes de pub sur les génériques, on dit bon voilà. Et donc dans les rédactions, on dit on ne peut pas inviter quelqu'un qui dénigre les génériques. Ouais, et pour le coup, ça empêche justement qu'on dénonce. C'est pour ça que ça met si longtemps bien sûr. Il y a quelque chose. Mais après. Bon, voilà, et des fois, on écoute même le PDG de M6 qui dit « Moi, je ne veux pas de reportage hostile à mes clients publicitaires. » Ah, il l'a dit, on voit les choses sont claires. Oui, il a dit « Moi, voilà, vous pouvez parler de plein d'autres choses, mais moi, mes clients, c'est ceux qui font nourrir ma boîte. Donc, si j'ai des produits pour le lait, du fromage, etc., vous ne devez pas faire d'un reportage sur mes clients. » Voilà. Donc, si les voitures, il y a une marque de voiture, mais il y a un défaut de fabrication d'une voiture, faites pas de reportage là-dessus. On n'en parle pas. Il a été transparent et net. Pour le coup. Alors, on me dit encore, allez, je vais prendre les dernières questions aussi. Alors, lors de mouvements sociaux, le corps médical et paramédical n'est quasiment jamais réuni et inaudible. À mon sens, à cause de l'ordre des médecins et des syndicats, chaque parti défend son existence. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai qu'il n'y a pas d'unité entre... Ah non. On est une communauté où il y a, disons, 80 000 médecins, il y a à peu près 120 000 médecins en France, mais entre les hospitaliers, les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, dans les médecins hospitaliers, vous avez les chefs de service, les agrégés, les assistants, les chefs de clinique, les internes, etc. Dans les professions, les médecins libéraux, vous avez les généralistes, les spécialistes, le secteur 1, le secteur 2. Voilà, on est complètement morcelés et on a des intérêts divergents. En fait. Et on a près de 7 ou 8 syndicats pour 100 000 personnes, quoi. Donc c'est très morcelé. Et tous les gouvernements jouent sur notre division. Vous avez les médecins libéraux, puis vous avez les médecins salariés, vous avez les médecins des dispensaires, vous avez les médecins... Voilà. Et du coup, les intérêts sont divergents. Et du coup, il n'y a pas...
Et ça, donc c'est pour ça qu'ils imposent comme ça, mais cette bien politique. sûr, Hein, bien sûr. dans la Et santé. c'est comme ça qu'ils font signer des accords sur des conventions médicales où vous devez faire ça, avec un règlement tout simple. Hein. Je crois qu'il faut qu'il y ait 2 syndicats sur 3 qui signent pour qu'on Et puis, soit d'accord. D'accord, et ça Voilà. passe. Même s'il est minoritaire. 2 syndicats minoritaires remplacent le syndicat majoritaire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait 2 sur 3. Voilà. Voilà. C'est des représentations. Alors, il faut savoir aussi que les médecins, comme beaucoup de gens, il y a très peu de médecins syndiqués. Ouais. Donc oui, comme en Donc, France, on voilà, est très peu syndiqués voilà. de façon générale. Donc voilà, il y a tout. Et les gouvernements jouent là-dessus. Non, la seule force qui peut faire bouger les choses, ce sont les associations de patients, parce que ce sont eux qui ont, je dirais, ce sont des malades et qui sont touchés dans leur corps, quoi, par un effet secondaire d'un médicament, par un système de santé qui est parfois injuste, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas tenir compte du syndicat, on ne peut pas tenir compte il faut que le problème il vienne par la base. Voilà. Quand il y a une association de malades, les associations de malades ont fait bouger les choses en matière de générique, comme je vous l'avais dit, dans l'hypothyroïdie et dans l'épilepsie. Si demain vous avez des malades qui disent nous on est contre le forfait hospitalier parce qu'on n'a plus les moyens de payer, vous voyez, ça peut faire bouger les choses. ça peut faire bouger parce que les pouvoirs publics, ils tiennent compte beaucoup du rapport de force, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un rapport de force. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui sont les plus malades et on voit mal les personnes âgées descendre dans la rue et se plaindre. Ouais. Allez, je prends les dernières. On me dit encore, que pensez-vous de la médecine chinoise ? Ça, c'est vrai, c'est bien. Alors moi, je vais vous dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Enfin guérir lorsque la médecine classique ne suffit plus ». Ouais. Et moi, je préconise, moi, je pense qu'il faut créer des passerelles et des ponts entre la médecine officielle, donc qui est basée sur le médicament, la chirurgie, etc., et les médecines dites alternatives. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est Non, mais d'abord, je vais vous dire, je crois que pratiquement un malade sur 2, il va voir des homéopathes, des acupunctures, des ostéopathes. Donc, moi, je pense que la plupart des médecins, ils sont contre ça. Ils sont contre. Mais les malades et la population, elle est pour. Et je pense que on a tort, nous, médecins, mais pas moi, mais la plupart des médecins, ils ont tort de dénigrer ce type de médecine. Moi, je pense qu'il faut créer au contraire des liens, et on peut soigner par ostéopathie, par médicaments, on peut soigner par médecine chinoise, par l'acupuncture, et puis par la chirurgie. Tout ça, c'est complémentaire, et il ne faut pas s'opposer les uns aux autres. Moi, je dis toujours que ce qui compte, c'est peu importe comment vous guérissez un malade, l'essentiel, c'est que vous le guérissez. Et si, regardez par exemple dans mon livre qui s'appelle Enfin guérir, je parle de l'hypnose, je parle de l'ostéopathie. L'hypnose, elle a été mise en valeur à l'époque par Charcot au 19e siècle. Puis quand le professeur Charcot est mort, elle est tombée en désuétude. Et aujourd'hui, ça remonte. Et aujourd'hui, on fait des anesthésies sous hypnose, on traite les douleurs sous hypnose, les conduites addictives. Voilà. Et donc l'hypnose est redevenue reconnue, elle est même traitée dans les hôpitaux, etc. Donc l'ostéopathie a été dénigrée. Celui qui faisait de l'ostéopathie pouvait être embêté par le Conseil de l'ordre. Aujourd'hui, l'ostéopathie, elle est reconnue. Voilà. Donc moi, je crois à la médecine chinoise à partir du moment où elle est faite sérieusement. Voilà. Et pour moi, pour dire sérieusement, il faudrait qu'il y ait une sorte de label, parce que si vous cherchez un médecin ou un thérapeute qui fait de la médecine et vous regardez ça sur Internet sans savoir exactement qui il fait, dans ce genre de choses, vous n'avez pas de garantie que ce ne soit pas un rigolo, un charlatan, etc. Donc il faut faire attention, quoi. Mais pourquoi pas, hein. En France aussi, alors il y a eu par exemple le sérum de Quinton qui était, c'est encore utilisé ça Non. Ça c'était une sorte de fortifiant. Voilà, qui remplaçait les transfusions. Non, mais ce genre de petite médecine, c'est souvent de façon empirique. C'est-à-dire un médecin, il découvre ça, il essaye lui-même, etc. Mais alors après, pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il soit utilisé à grande échelle.
Et souvent il Oui, n'a parce pas les que moyens. il y a le fameux documentaire, donc beaucoup connaissent Les Savants Maudits, où ici il y a le... Alors, son nom m'échappe, mais il a inventé la machine pour le cancer à Bordeaux. C'était un monsieur, j'ai oublié son nom, peut-être vous le trouverez, vous, sur... ouais, Mais dans un de mes public. livres, par exemple, je peux vous dire, dans un de mes livres, je parle des guérisseurs Ouais. et des barreurs de feu. Les barreurs de feu, ce sont des gens lorsque vous avez des brûlures, qui vous mettent les mains à 10 cm de la brûlure et qui font disparaître les brûlures. Ouais. Les barreurs de feu, ça s'appelle. Et ce sont des gens qui ont des dons. Et dans des services de brûlés, par exemple, lorsque la médecine officielle ne marche pas, on a essayé les médicaments, on a essayé les pommades, on a tout essayé, et ben on fait appel à ces gens qui ne sont pas médecins, mais qui ont ce don. Et on voit des malades qui, pendant des mois, voire des années, ils ont souffert de leur brûlure, ils n'ont jamais été vraiment soulagés, qui en 10 minutes, un quart d'heure, leur vie est métamorphosée, quoi. Alors on ne sait pas comment ça marche, mais ça bat les barreurs de feu. Et ben dans des services hospitaliers, on fait appel à ces gens-là, hein, qui bien souvent ne se font C'est un même peu pas tabou rémunérer. ou pas? Non, non, même parce que j'imagine, non, de ramener quelqu'un comme ça. Oui, on les connaît. Médecine. Oui, c'est quelque part, mais ils sont efficaces. En général, ils ne sont même pas rémunérés. Ils font ça parce qu'ils ont un don. Ce don, il est bien souvent transmis de génération en génération, de père en fils. Et ce sont des gens qui guérissent à distance, ou ça s'appelle les barreurs de feu. Et il en existe, et ça marche. Bon, l'hypnose, ça marche. L'ostéopathe, ça marche. Les guérisons spontanées, les guérisons inexpliquées, ça marche. Et dans mon livre, donc Enfin guérir, je parle de tout ça, et je pense que moi, je pense qu'un médecin, il ne doit pas chercher la gloire en se disant, bah voilà, c'est moi qui ai fait le truc. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il arrive à soulager le malade avec des solutions, même qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Parce que l'hypnose, on ne sait pas comment ça marche. Non, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais ça marche. Ça marche. C'est essentiel. On arrive à anesthésier quelqu'un sous hypnose. Oui. C'est incroyable. Voilà. Ouais. Et on opère sous hypnose. On opère sous On opère sous hypnose. Donc, c'est fantastique. Des gens qui ont des conduites addictives à l'alcool, au tabac, à la drogue, eh ben, avec quelques séances d'hypnose, voilà, on marche. Je vous donne un exemple. Une technique qui est de plus en plus développée, peut-être vous en avez entendu parler, c'est pour le stress post-traumatique. Tous les gens qui ont eu, par exemple, été victimes de l'affaire du Bataclan, ils ont la technique, ça s'appelle EMDR. EMDR, c'est Eyes Movement Depression Reaction. C'est des systèmes de... Avec le doigt, on demande au patient de regarder, de suivre le mouvement du doigt. Bon. Et quand il fait ça, en 2-3 semaines, son anxiété disparaît, il dort mieux, il fait plus de cauchemars, il n'a plus d'appréhension quand il se commémore l'événement. Voilà. Alors ça a été inventé par une psychologue américaine qui a vu des patients, qui a vu des soldats américains qui venaient d'Afghanistan et qui étaient traumatisés par ce qu'ils ont vu. Donc ils avaient un stress post-traumatique. Elle a utilisé cette technique. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'essentiel, c'est que ça marche. Et aujourd'hui, il y a des psychologues qui utilisent le MDR. Et c'est où ça marche, en 2-3 séances d'être guéri, ou ça marche pas, ou ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est fantastique. Et ça évite de prendre des médicaments, etc. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont pas du domaine scientifique, qui sont pas rationnelles, qui sont pas expliquées, mais l'essentiel, c'est le résultat. Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Docteur Boukri, d'être venu ce soir, puisqu'on arrive
à la fin. Donc pour nous, je précise, il y aura je vais refaire une partie revue de presse en fait, juste après. Donc il y aura la pause, mais après la pause. Donc c'est pas la peine de quitter, parce qu'il y en a qui vont me dire au revoir et tout, mais non, mais il y a encore un petit bout d'émission. Et en tout cas, merci d'être venu. Et voilà, vraiment grand plaisir. Bon, la régie, on se dit à tout à l'heure. Elle est prête, la régie, c'est parfait. Et je vous dis à tout de suite sur Meta TV. À vous, la régie.